meilleur allié du nucléaire s'appelle Poutine. L'humanité mourra avec encore du pétrole sous ses pieds. Les chiffres publiquement annoncés sur le Venezuela valent pas un clou. De toute façon, le sevrage pétrolier, il va avoir lieu, que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas. Quel bilan je porte sur les 10 ans qui viennent de s'écouler? Un regard un peu amer. Jean-Marc Jancovici, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur, vous êtes président du Shift Project et plus généralement une des voix les plus écoutées, je pense, en France aujourd'hui sur les questions d'énergie, de climat. Et justement, en ce moment même, ces questions, elles sont au cœur de l'actualité. Nous avons la crise du détroit d'Ormuz qui nous a rappelé cruellement notre dépendance aux hydrocarbures. Nous sortons d'un épisode de vague de chaleur inédit, historique même, en mai dernier. Le détroit d'Ormuz, d'abord, si vous le voulez bien, le 28 février dernier. En riposte aux frappes américaines et israéliennes, l'Iran a décidé de fermer ce détroit. C'est 20% du pétrole mondial qui transitait par le détroit d'Ormuz et qui soudainement disparaissent presque du commerce mondial. Quel regard est-ce que vous portez sur cette crise ? Alors les gens qui s'intéressent au pétrole, en fait, ils avaient repéré cette faiblesse du système, j'ai envie de dire, depuis assez longtemps, parce qu'effectivement, le détroit d'Ormuz, c'est par là que partent toutes les exportations maritimes du Golfe Persique. Par ailleurs, il n'aura échappé à personne que la région est un tantinet instable, avec de temps en temps des gens qui ne s'aiment pas beaucoup, qui se tapent dessus. Il y a eu la guerre Iran-Irak, il y a Israël qui est en conflit, j'ai envie de dire, permanent avec ses voisins quasiment depuis sa création. Et donc, encore une fois, les gens qui s'intéressent à la circulation mondiale du pétrole, ça fait un moment qu'ils se disaient, est-ce qu'il n'y aura pas un jour un problème de ce côté-là ? Évidemment, quand on dit ça, on ne lit pas dans une boule de cristal et on ne joue pas à être astrologue. Mais par contre, j'ai envie de dire, au moment où c'est arrivé, je me suis dit, ça faisait partie des choses qui étaient possibles. 20% du pétrole, en fait, c'est même une part plus grande pour les exportations, parce qu'il n'y a qu'environ 2/3 du pétrole extrait dans le monde qui passe une frontière, alors que c'est déjà beaucoup, mais une bonne partie des pays qui sont producteurs de pétrole consomment par ailleurs le pétrole qu'ils extraient du sol. Et donc, les exportations, la part qui passe par le détroit d'Ormuz, c'est une partie plus importante que 20% de l'approvisionnement pour les pays qui comptent vraiment sur les importations, et en particulier l'Asie, où ça a fait assez mal. On a découvert, le grand public en tout cas, a découvert cette faiblesse dans le commerce mondial du pétrole du détroit d'Ormuz. Moi, et je pense que je ne suis pas le seul, je suis un peu tombé de ma chaise en découvrant à quel point est-ce que là, il y avait un point de fragilité. On a eu, en tout cas une partie d'entre nous, le même sentiment de tomber de sa chaise il y a quelques années avec la guerre russe en Ukraine, où tout d'un coup, on a découvert l'extrême dépendance européenne aux hydrocarbures russes. Est-ce que vous avez connaissance d'autres points de faiblesse dans le monde liés au commerce du pétrole qui pourraient nous exploser à la figure au gré d'une crise internationale ? Alors, aussi concentré que le détroit d'Ormuz, non. Okay. Le détroit d'Ormuz, c'est vraiment j'ai envie de dire, l'emblème de la concentration de flux pétroliers qui permettent à l'économie mondiale de tourner. Et il faut savoir qu'il y en a une moitié qui a réussi à échapper au blocus par des pipelines à terre, soit en mer Rouge, soit dans la côte sud d'Oman, etc. On sait quelle part exactement? On a une idée? À peu près la moitié. Okay. Donc en fait, c'est vraiment 10% du pétrole mondial qui s'est retrouvé extrêmement férocement coincé, j'ai envie de dire. L'autre moitié a fini par arriver à s'exporter via des voies détournées. Une question qu'on se pose, c'est est-ce qu'elle a quelque chose d'inédit, cette crise pétrolière, ou est-ce que finalement c'est juste un nouveau choc pétrolier comme on en a connu de nombreux depuis des années et des années ? Alors elle a peut-être quelque chose d'inédit, je vais y revenir après, mais elle est surtout là pour nous rappeler notre dépendance au pétrole, qui malgré des décennies d'efforts dans les énergies dites décarbonées, en fait reste extrêmement importante, et en particulier dans deux domaines qui sont les transports et la chimie. Si on prend tous les objets qui se trouvent dans cette pièce, que je peux voir et vous aussi, pas les gens qui nous regardent, il n'y en a pas un qui ne sera pas passé par la caisse d'un camion. Donc dans le transport, on pense souvent au transport de personnes, mais en fait les transports de marchandises sont encore plus essentiels au fonctionnement de la société industrielle moderne. Les gens habitent dans des villes où c'est pas là que pousse ce qui les nourrit, où ne se trouvent pas les usines qui fabriquent les meubles, les vêtements, les chaussures, ou la brosse à dents, ou le pâte dentifrice. Donc en fait les transports sont totalement indispensables, et en particulier les transports de marchandises sont encore plus indispensables que les transports de personnes au fonctionnement du monde moderne. Et ils fonctionnent aujourd'hui à plus de 90% au pétrole. Il fonctionne à quasiment 100% au pétrole en ce qui concerne la marine marchande, sans laquelle il n'y a pas de mondialisation. La mondialisation, physiquement, c'est de la marine marchande. Les avions, c'est pareil. Et les camions, aujourd'hui, vous commencez à avoir quelques camions électriques, mais vraiment pas beaucoup, et un petit peu de biocarburant, mais pas beaucoup non plus. Donc en fait, le pétrole, c'est la colonne vertébrale de la logistique mondiale, du système de transport mondial. Et vous prenez n'importe quel objet qui se trouve chez n'importe qui va regarder cette vidéo, et la chaîne de valeur qui a permis de le fabriquer est mondiale.
Donc vous avez du pétrole dedans à tous les étages. Vous avez également du pétrole dans la chimie. Il faut savoir qu'un tiers du baril n'est pas brûlé. Il sert à faire alors le bitume sur lequel circulent, y compris les voitures électriques et les vélos, mais il sert également à faire les fibres synthétiques. Vous en avez par exemple sur la semelle de vos chaussures, hein, ça c'est moi aussi du reste. C'est très probable. Oui, oui, non, il y a des dérivés pétroliers. Les fibres synthétiques, il y en a absolument partout. Tous les textiles qu'il y a chez les gens, qu'on porte sur soi, qu'il y a dans les voitures, dans les moyens de transport, dans les sièges de train, etc. Ça, il y a pas des fibres synthétiques aussi. Enfin. Donc le pétrole sert à faire une quantité considérable d'objets de la vie courante. La caméra qui est en train de me filmer, elle a aussi été faite avec du pétrole parce qu'elle est faite en plastique et tous les composants électroniques sont sur des supports en plastique, etc. Le pétrole est omniprésent, vraiment. Et si aujourd'hui, un problème sur le pétrole se voit dans la façon dont le monde fonctionne physiquement. Alors, ce qu'elle peut avoir éventuellement d'inédit, cette crise, c'est que c'est un accident sur une pente qui est déjà pour partie descendante. En 2008, le monde a passé son pic de production pour ce qu'on appelle le pétrole conventionnel, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas le pétrole de schiste américain et les sables bitumineux canadiens. Ça, c'est quelque chose qui est fermement établi. On a passé le pic de production du pétrole conventionnel. Oui, c'est quelque chose qui est figuré explicitement dans un rapport de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, datant de 2018. Et dans le monde pétrolier, c'était quelque chose qui se savait un peu à l'avance. Moi, depuis que je m'intéresse au pétrole, tout le monde m'a dit le pic du conventionnel, c'est 2000 quelque chose, et le pic tout pétrole, ça sera 2020, plus ou moins 5 ans. Et là, à date, depuis 2018, la production mondiale de pétrole est à peu près... Alors, il y a eu le pic il y a eu la chute du Covid, mais sinon, c'est à peu près constant. Et les travaux qu'on a fait au Shift Project montrent que ça devrait rester encore à peu près à ce niveau-là d'ici à 2030, et que derrière 2030, ça devrait commencer à décliner très significativement pour atteindre d'ici à 2050 quelque chose qui serait pas très loin d'une division par deux sur la production mondiale de pétrole. Ce qui veut dire que pour l'Europe, qui importe la totalité de son pétrole, l'Union européenne apporte 97% de son pétrole, de toute façon, le sevrage pétrolier, il va avoir lieu, que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas. Moi, je préférerais que ça nous plaise, mais voilà. Donc, la crise du détroit d'Ormuz, idéalement, il faut la voir comme un signe avant-coureur d'un sevrage que nous allons de toute façon devoir mettre en œuvre. Et ce que j'espère, c'est que le politique ne va pas se dire « bon, c'est bon, maintenant que Trump a signé son accord avec les Iraniens, le problème est derrière nous et c'est pas la peine de faire des efforts particuliers ». Moi, j'aimerais m'arrêter un instant, je comptais l'aborder un peu plus tard, mais venons-y tout de suite, sur cette idée d'un pic pétrolier. J'en entends parler depuis un moment, je vous ai entendu en parler aussi à plusieurs reprises. Je ne doute pas que les données soient bonnes, et pourtant, d'un point de vue subjectif de celui qui suit l'actualité, c'est une idée qui est très étonnante. Parce que quand on regarde ces dernières années, on voit que les États-Unis sont devenus le premier producteur de pétrole mondial, et ils ont accru considérablement leur production. On a appris, au gré de l'actualité, il y a quelques mois, que le Venezuela était aujourd'hui la première réserve de pétrole mondiale et qu'il y avait des trésors de pétrole lourd dans les sous-sols. On entend parler du Groenland. Donc, comment conjuguer cette idée que nous aurions déjà passé le pic de pétrole conventionnel, que nous irions vers un pic de pétrole tout court, alors qu'on a l'air d'entendre parler littéralement tous les 4 matins d'un nouveau gisement, d'un nouveau trésor, d'un nouvel endroit où il y a une quantité presque illimitée de pétrole. Alors, je vais commencer par être un peu taquin, mais vous êtes bien placé pour savoir que le consensus scientifique et le consensus médiatique, c'est deux choses qui peuvent être très différentes. Mais justement, Alors, en ce qui concerne le pic de production, la première chose qu'il faut rappeler, c'est qu'il est inexorable. Alors, pourquoi il est inexorable? Parce que extraire du pétrole de terre, c'est vider un placard. D'accord? Vous avez une certaine quantité de pétrole qui s'est accumulée dans les sous-sols planétaires en des dizaines ou des centaines de millions d'années. Donc, aux échelles de temps qui nous intéressent, 5 ans si vous êtes un homme politique, même quelques siècles si vous êtes un historien, c'est très très court, c'est une seconde. Donc en fait, ça ne va pas se renouveler. Donc on a un placard avec une certaine quantité de pétrole au départ dans ce placard, et on comprend bien que plus on vide le placard, moins il en reste, quelle que soit la quantité qui reste. Et on comprend bien qu'on ne peut pas, en provenance d'un placard qui se vide, avoir indéfiniment tout le temps la même chose qui sort du placard. À un moment, fatalement, ça baisse. Donc le pic de production est une certitude mathématique. Le débat, c'est quand, quel en sera le facteur déclencheur et quelles en seront les conséquences. Voilà, c'est ça. Le facteur déclencheur peut très bien être une pandémie qui tue l'humanité alors qu'il y a encore plein de pétrole sous terre. Ça satisfait le théorème de Math. D'accord? La production de pétrole baisse parce qu'il n'y a plus personne sur Terre. Donc, le fait de dire il va y avoir un pic de production ne dit pas quel est le facteur déclencheur. Ça peut être qu'on arrive à s'en passer, ça peut être qu'il n'y en a plus assez sous terre, ça peut être une guerre thermonucléaire, ça peut être une pandémie, une comète qui tombe, enfin,
whatever. La deuxième chose que ne dit pas ce petit théorème, c'est à quelle vitesse ça baisse une fois qu'on a passé le maximum. Et la troisième chose que ne dit pas le théorème, c'est si c'est pas volontaire, c'est-à-dire si c'est la limitation géologique qui nous fait passer le pic, quelles conséquences ça a derrière. Maintenant, on parle beaucoup moins de pic que de plateau, c'est-à-dire d'un maximum qui se maintient pendant un certain temps. Et les ordres de grandeur de ce que j'ai en tête sont les mêmes depuis que je m'intéresse au sujet. Alors, ce débat est très difficile à avoir dans la sphère publique. Pourquoi? Parce qu'il est fait sur base de données privées. Si je le compare avec un autre grand problème qui est lié à l'énergie, qui est le changement climatique. Le changement climatique, toute l'information est publique. C'est-à-dire, c'est publié par les laboratoires de recherche. Ce qui fait la carrière d'un chercheur, c'est de publier ce qu'il sait. Et l'esprit de la recherche, c'est de tout mettre en accès libre. Je veux dire, si vous avez du temps à perdre ou des insomnies, vous pouvez télécharger les modèles du GIEC, aller regarder les lignes de code une par une. C'est en accès public, vous pouvez regarder. Il n'y a rien de caché, c'est technique et donc inaccessible à l'essentiel des gens, dont moi, mais en attendant, c'est quand même là sur la table et c'est public. C'est réfutable. En ce qui concerne les inventaires pétroliers, c'est pas réfutable parce que c'est de l'information privée. Il n'y a que tel opérateur pétrolier, il n'y a que la National Iranian Oil Company qui sait exactement combien il y a dans les gisements exploités par la National Iranian. S'ils savent, parce qu'en plus, vous faites des estimations en étant au-dessus du sol, vous n'allez pas regarder avec un pied à coulisses exactement ce qu'il y a sous le sol, donc vous n'avez que des proxys. Un copain pétrolier m'avait dit un jour, savoir combien il y a dans un gisement, ça revient, c'est exactement comme pour savoir ce qu'il y a dans un hangar, en faisant le tour du hangar et en regardant partout la serrure. Voilà, c'est à peu près la même chose, savoir ce qu'il y a dans un gisement. Et cette information-là, en plus, elle est détenue par des opérateurs, donc elle est privée. En fait, Jean-Marc, si je vous pose cette question, c'est aussi parce que moi, j'ai le souvenir, quand j'étais gamin, dans les années 90, que je regardais l'actualité, ce qui angoissait les commentateurs, c'était justement cette perspective d'une fin du pétrole. Et on parlait de cela, du fait que puiser le pétrole, c'est vider un placard. Et puis, j'ai l'impression que ces 10 dernières années, vous faites partie de ceux qui continuent d'alerter sur cette question, alors que ce qui angoisse davantage, et à juste titre, on va en parler, c'est plutôt le réchauffement climatique. Et moi, j'en étais venu à me forger cette idée que, au fond, certes, un jour du pétrole, il n'y en aura plus, mais on aura probablement fait brûler la Terre et tous les êtres vivants qui sont dessus avant qu'il n'y en ait plus. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que non, on va vraiment, à un moment donné, avant même que le climat soit devenu inhabitable, trouver la fin des réserves de pétrole? Alors, une première observation, c'est que le débat médiatique crée des raccourcis délétères. C'est beaucoup plus long de dire du pétrole, il va progressivement y en avoir de moins en moins et ça va désorganiser l'économie, que de dire il n'y a plus de pétrole. Et donc, dans les médias, on aime bien les positions extrêmement manichéennes. Et donc, c'est à quand la fin du pétrole? Bon, la fin du pétrole, jamais. L'humanité ne verra jamais la fin du pétrole. L'humanité mourra avec encore du pétrole sous ses pieds. La question, c'est combien? Donc, en ce qui concerne cette histoire de pétrole, ce qui est très marrant, c'est qu'on en parle de moins en moins, alors que les conséquences d'une décrue involontaire de l'approvisionnement en pétrole sont précisément de plus en plus à l'œuvre en Europe. Alors, je vais un peu préciser. Si vous regardez l'approvisionnement agrégé pétrole et gaz en Europe, donc la quantité totale de pétrole et de gaz qu'on consomme en Europe, c'est passé par un maximum en 2007 et ça décline depuis. Et jusqu'en 2007, ça montait, et à partir de 2007, ça se met à descendre. Donc, ce n'est pas une politique climatique décidée en 2006 qui a provoqué ça. Et aucune politique climatique fait que tout d'un coup, un truc qui montait se met à descendre, etc. Ce qui explique ça, c'est la conjonction de 3 pics. Le pic de production du pétrole de la mer du Nord, qui est arrivé en gros en 2000, le pic de production du gaz de la mer du Nord qui est arrivé en 2005, et le pic de production du pétrole conventionnel qui est arrivé en 2008. Pour ajouter à ça le pic de production du charbon en Europe qui est arrivé dans les années 1980, et en fait l'Europe est en décrue subie d'approvisionnement en combustibles fossiles depuis 2007. Et qu'est-ce qui se passe dans l'économie réelle depuis 2007? La production industrielle baisse, par exemple le maximum de la production automobile en Europe c'était 2007. La quantité de tonnes qui circulent dans les camions en Europe baisse. Cet indicateur est tenu par Eurostat, facile d'aller vérifier. La quantité de mètres carrés construits en Europe depuis 2007 baisse. Donc une des explications à la crise du logement, c'est tout simplement la baisse de l'approvisionnement énergétique européen. Et comme l'Europe est le fondement de l'économie moderne, en fait l'économie réelle européenne, c'est-à-dire, ce que j'appelle l'économie réelle, c'est les mètres carrés dans lesquels les gens logent, les vêtements que les gens portent, la nourriture que les gens mangent, les soins matériels auxquels ils accèdent, les écoles qu'on construit effectivement, etc. Ça se contracte également depuis 2007, et c'est en lien direct avec des sujets que vous traitez par ailleurs, qui est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont gênés aux entournures dans tous les pays européens depuis 2007,
et vous voyez monter ce que les Anglais, j'aime bien le mot anglais, unrest, enfin le fait qu'on n'est plus tranquille sur le plan politique, je vais l'appeler comme ça, pas au sens où on aime ou on n'aime pas, au sens où c'est en ébullition de façon croissante. En Grande-Bretagne, ça a donné le Brexit. Partout dans les pays européens, on voit la même configuration politique, peu ou prou, qui se dessine. Et pour moi, le déterminant derrière tout ça, il est précisément la décrue subie de l'approvisionnement énergétique. Et alors, je trouve ça un peu farce, c'est un sourire jaune, hein, mais un peu farce que c'est précisément au moment où les effets de cette décrue énergétique subie commencent à avoir des effets visibles à large échelle, parce que ces effets sont visibles à large échelle. De plus en plus de gens ont découvert le 15 du mois, etc. En fait, de plus en plus de gens au Resto du Cœur, enfin, on voit tous ces trucs-là. Et ben, c'est précisément à ce moment qu'on n'en parle plus. Et ça illustre vraiment la difficulté d'avoir ce débat, comme je le disais tout à l'heure, parce que les données ne sont pas publiques. Dernier point, enfin, la consommation agrégée de l'Europe, elle est parfaitement publique. Hein, ça, c'est les statistiques qui traînent partout. Il y a un autre point qui sème le trouble là-dedans, c'est que tout le monde est intimement persuadé que le pétrole obéit, comme les sacs à main, les chaussures ou le kilo de haricots blancs, à la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire qu'en gros, s'il y en a moins, ça doit devenir de plus en plus cher. Manque de peau, avec le pétrole, ça ne marche pas. Il n'y a aucun lien historique, je dis bien aucun lien historique, entre la quantité de pétrole qu'on extrait du sol et le prix du baril. Et alors, l'hypothèse que je fais, pour expliquer ça, c'est que le pétrole, comme je l'ai dit précédemment, c'est les transports. Les transports, c'est indispensable à l'économie. Et donc, si vous avez moins de pétrole disponible, vous allez avoir moins d'économie. Du coup, vous allez avoir moins de revenus, puisque les revenus, ça n'est rien d'autre que la production redistribuée. Et du coup, vous allez avoir moins de pétrole disponible avec des gens qui ont moins de revenus. Qu'est-ce qui vous dit que le nouveau prix du baril va être au-dessus ou en dessous du prix de rien? Vous ne savez pas. Donc en fait, les gens qui attendent de voir la pénurie du pétrole à travers un prix qui n'arrêterait pas d'augmenter, en fait, ils attendent, comme les héros du désert des Tartares, ils attendent un truc qui n'arrivera jamais. Si j'ai bien compris, l'Europe a atteint sa consommation maximale de pétrole en 2007. Et de gaz. De gaz agrégé, en 2007, oui. donc Oui. d'hydrocarbures, si je simplifie. L'Europe a atteint sa consommation maximale d'hydrocarbures en 2007. Depuis 2007, ça décroît. En parallèle, on voit de nombreux autres indicateurs décroître, l'activité industrielle, la construction de logements, la pauvreté augmentée, j'imagine, c'est ce dont vous avez parlé. Et pourtant, il n'y a pas de lien entre disponibilité du pétrole et prix du baril. Ça veut dire que si la consommation de pétrole décroît, c'est pas nécessairement que le pétrole est plus cher, c'est bien cela? Non. Où se fait le lien? C'est-à-dire que si le pétrole n'est pas plus cher, alors il est transitoirement plus cher. Ok. Il est transitoirement plus cher. Et puis une fois que la demande a été détruite, parce que le pétrole n'était pas disponible ou parce qu'il est trop cher, à ce moment, le prix du baril redescend. Donc il y a de la destruction d'actifs. En fait, un pétrole contraint, la seule chose qui va se passer, c'est que le prix va devenir volatile. C'est ça, le prix va devenir imprévisible. En gros, c'est ça qui se passe. Si je comprends bien, on a des crises pétrolières. Ces crises pétrolières créent un envolé des prix du baril et plus généralement une imprévisibilité du prix du baril. Ça détruit de l'activité économique. Derrière, retour à la normale. L'activité économique repart un peu à la hausse, mais elle ne réatteint pas le niveau qu'elle atteignait auparavant. C'est ça, repart un peu à la hausse. Oui, c'est ça, parce qu'il y a un peu d'efficacité, etc. Et aujourd'hui, il y a également, alors ça c'est un de mes grands chevaux de bataille, le PIB qui est censé continuer à augmenter. En fait, pour moi, son augmentation est essentiellement due à des artefacts comptables. C'est-à-dire, c'est pas parce que l'activité réelle augmente, c'est pas parce qu'il y a plus de mètres carrés ou plus de tonnes de trucs fabriqués, etc. C'est parce que la convention comptable qu'on utilise pour fabriquer le PIB fait augmenter cet agrégat, alors que ça ne correspond pas à une augmentation de la production matérielle sous-jacente. Alors, je vais vous donner un exemple pour illustrer. Là, je pense que tout le monde est compris, moi est perdu, moi le premier. Imaginons que le prix de l'immobilier double. Ce qui est très exactement ce qui s'est passé sur les 30 dernières années, rapporté aux revenus. À ce moment, vous n'allez pas avoir plus de mètres carrés à vendre. Par contre, quand vous en vendez un, vous vous endettez 2 fois plus. Donc, le banquier va faire un prêt 2 fois plus important et donc il va, entre guillemets, gagner 2 fois plus d'argent. Donc, ce qu'on appelle le produit bancaire, qui rentre dans le PIB, va doubler. Quelqu'un pourrait vous dire, en fait, c'est de l'inflation du prix du mètre carré. Donc, ce truc-là, il faut le corriger et pas compter ça comme une véritable hausse du PIB, parce que vous savez que pour les biens courants, les chaussures, les montres, les vêtements ou le kilo de tomates, il y a ce qu'on appelle la correction de l'inflation quand on calcule le PIB. Si c'est le même kilo de tomates et qu'il vaut plus cher, on va le compter au prix d'avant et on ne va pas le compter au nouveau prix quand on calcule le PIB. Et ben pour les mètres carrés d'immobilier, c'est pas ça qu'on fait. On compte au prix nominal, au prix réel du marché. Donc là, vous voyez, ça va facialement augmenter le PIB, parce que les banques vont faire 2 fois plus de crédit, et le crédit immobilier, c'est 70 ou 80% de l'activité des banques avec les particuliers. C'est le gros du crédit. Donc vous doublez cette poche-là,
vous doublez le produit net bancaire lié au crédit immobilier, alors qu'il n'y a pas 2 fois plus de mètres carrés à vendre, il y a la même quantité qu'avant. Ça vous fait une hausse du PIB qui ne correspond pas à un changement des conditions matérielles de vie des gens. Après, vous avez exactement le même problème sur plein d'autres domaines. En fait, l'inflation des actifs qu'on a eu ces dernières années, en particulier après ce qu'on a appelé le quantitative easing de 2008, là, Mhm. ça vous a fait facialement du PIB, alors que ça n'a strictement rien changé aux conditions de vie des gens. Le quantitative easing, est-ce que vous pouvez expliquer? Alors oui, c'est au moment où les banques, la Banque centrale a inondé les banques de liquidité, histoire de sauver l'économie, entre guillemets, après la grande crise financière. Et ça a fait monter le prix des actifs. Donc le prix des actions, par exemple, n'arrête pas d'augmenter, le prix des œuvres d'art, le prix de l'immobilier, donc j'en parlais. Donc d'une manière générale, ça n'arrête pas d'augmenter. Et ça, quand la contribution que ça a au PIB n'est pas corrigée. La lecture que je fais de la conséquence de cette affaire, c'est que vous avez une grosse partie de la population des pays européens qui est entraînée dans cette décrue énergétique subie et qui voit ses conditions de vie matérielles devenir progressivement moins favorables que ce qu'elles étaient. Et en face de ça, vous avez 10% ou 15% ou 5%, je ne sais pas exactement combien, de gagnants de la mondialisation, c'est-à-dire des gens dont les revenus réels dépendent de l'économie mondiale parce que c'est des cadres de multinationales, des gens qui sont dans la finance, des gens qui sont dans les avocats d'affaires, certains hauts fonctionnaires qui sont greffés sur cette activité-là, etc. Et ces gens-là, eux, ils échappent à cette morosité ambiante parce qu'ils sont greffés sur une économie mondiale qui, elle, à l'inverse de l'économie européenne, continue d'être en croissance réelle. Et donc, vous avez cet écart qui va croissant dans la population entre les 10 ou 15% de gagnants de la mondialisation qui, eux, continuent de gagner de plus en plus, avec en face d'eux quelques dizaines de pourcents, je ne sais pas quantifier exactement, de la population française où les conditions effectives de vie sont plutôt en train de se tasser. Voilà. Et une fois que vous avez ce genre de situation, c'est pas compliqué de voir quelle est la situation politique qui va suivre derrière. Ça, on y vient tout à l'heure, évidemment, c'est les questions. Donc, il y a un déterminant énergétique pour moi à ce qui est en train de se passer sur le plan politique. Ce que vous êtes en train de dire là, est-ce que c'est vos hypothèses à vous, votre travail de recherche à vous? Okay. Parce qu'il y a toujours cette difficulté quand on fait ce genre d'analyse, qui est qu'on identifie une corrélation, mais la causalité... Alors, j'avais formulé cette hypothèse dans un article que j'ai publié en 2011 dans Les Échos, que j'avais titré à l'époque Marine Le Pen, enfant du carbone, où j'expliquais que de ne pas se préoccuper de la décrue subie des hydrocarbures ferait monter ce qu'on appelle aujourd'hui le populisme, et ce que moi j'appelle d'une manière plus générale le sentiment d'inconfort se traduisant par je vote plus ou je vote avec mes pieds, quoi. Voilà. Non, mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et le fait que ça se passe dans tous les pays d'Europe en même temps laisse penser qu'il y a un déterminant commun à ces diverses évolutions. Parce que si c'était juste l'incurie de la classe politique d'un pays bien précis, on ne devrait pas observer ce genre de situation de façon plus large. Et on l'a également observé aux États-Unis pour les mêmes raisons. En fait, c'est très étonnant, parce qu'effectivement, les États-Unis sont redevenus le premier producteur de pétrole de la planète, de loin. Ils sont exportateurs nets aujourd'hui, non ? Ils sont autosuffisants, on va dire. Okay. En fait, ils exportent du pétrole qu'ils produisent chez eux qui ne correspondent pas à leur raffinerie, et ils importent du pétrole qui correspond à leur raffinerie, en particulier du Canada, qui produit de l'extra lourd. Enfin, les sables bitumineux, ça produit un pétrole... Et c'est aussi pour ça qu'ils sont intéressés par le pétrole vénézuélien, qui est du pétrole lourd. Je n'ai pas rebondi tout à l'heure sur le Venezuela, mais en fait, les chiffres publiquement annoncés sur le Venezuela ne valent pas un clou. Voilà. Ok. Ils sont probablement surestimés d'un facteur 20. Ah oui, tout de même. Oui, okay. On n'est pas en train de parler de 3% de... voilà. Donc, même aux États-Unis, la consommation d'énergie aux États-Unis est passée par un maximum à la fin des années 2000. Même aux États-Unis. Voilà. Et la situation politique aux États-Unis est aussi une situation qui est en train de se tendre. Aux États-Unis, donc, redevenu premier producteur de pétrole mondial, autosuffisant, vous l'avez dit, en tout cas entre exportation et importation, et pourtant, on a vu qu'au prix à la pompe, ils ont subi les conséquences de la fermeture du détroit d'Ormuz. D'ailleurs, ça a créé pour Donald Trump une situation, pour reprendre votre terme, d'inconfort politique, ou du moins un vent de protestation. Comment comprendre que, alors même qu'ils sont quasiment autosuffisants ou peu s'en faut, ils subissent économiquement à la pompe les conséquences d'une crise qui devrait les épargner? Exactement pour les mêmes raisons que quand vous avez un industriel agroalimentaire français qui achète du blé
à un producteur français, il va l'acheter au cours mondial. C'est exactement le même processus. Donc le pétrole est un marché mondial, et donc les raffineurs américains, ils achètent leurs barils au prix du baril, au prix mondial. Et donc les raffineurs américains achètent au prix mondial. Et donc quand le prix mondial augmente, ben, ça touche aussi les raffineurs américains, même si géographiquement, les États-Unis produisent à peu près ce qu'ils consomment. En fait, si je vous comprends, la crise du détroit d'Ormuz, pour vous, elle est finalement un révélateur d'une tendance lourde qui a déjà impacté nos sociétés et qu'on ne voit que dans ces moments de crise et qui, sinon, existe sous-jacente en produisant ces effets, mais qu'on peine à identifier. Oui, on pourrait le dire comme ça. Alors, c'est particulièrement vrai pour l'Europe, qui est particulièrement vulnérable, puisque je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète parce que c'est vraiment des chiffres importants à avoir en tête. L'Europe, l'Union européenne, importe 97% de son pétrole et 90% de son gaz. Donc, on est particulièrement vulnérable, nous, à des approvisionnements qui commencent à devenir tendus, insuffisants. Et c'est pas un hasard si, sur les 2 dernières décennies, quand vous regardez l'évolution économique respective de toutes les régions dans le monde, c'est l'Europe qui s'en sort le moins bien. Moi, il y a une question que je voulais vous poser qui est liée au détroit d'Ormuz et que j'ai découverte ces dernières semaines. C'est la question de l'hélium et des engrais. Parce que j'ai découvert qu'en parallèle des 20% d'hydrocarbures qui étaient tout soudain, alors 20 ou 10% d'hydrocarbures qui étaient soudain coupés du commerce mondial, eh bien, il y avait approximativement un tiers de l'hélium mondial qui n'était plus déversé sur les marchés parce qu'elle passe par le détroit d'Ormuz et une part significative des engrais azotés également. Alors, 2 questions. La première, comment ça se fait? Je ne sais pas si vous allez pouvoir nous l'expliquer. Et la deuxième, est-ce que c'est grave, docteur? Alors, comment ça se fait? C'est assez facile à expliquer. Les engrais sont aujourd'hui fabriqués avec du gaz. Alors, pardonnez-moi de faire un tout petit peu de chimie élémentaire. Les engrais azotés qu'on utilise dans les champs sont en fait fabriqués à partir d'ammoniac. La formule de l'ammoniac, c'est NH3, donc un atome d'azote, 3 atomes d'hydrogène. Pour fabriquer par synthèse cette molécule d'ammoniac, l'azote, on va le prendre dans l'air, parce que l'azote, il faut rappeler que c'est 80% de l'atmosphère, donc ça c'est facile, on le prend dans l'air. Et l'hydrogène, on va le prendre dans le gaz. Le gaz naturel, sa formule c'est CH4, le méthane, hein, un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on retire l'atome de carbone des atomes, on sépare les deux, voilà, on fait un divorce entre les deux, on récupère l'hydrogène. Incidemment, dans ce processus, le carbone part dans l'air sous forme de CO2. Donc c'est pour ça que la production d'hydrogène pour faire des engrais émet énormément de CO2, c'est notamment à cause de ça. Et l'hydrogène, on va l'associer à l'ammoniac de l'air pour faire à l'azote de l'air pour faire de l'ammoniac, à partir duquel on va fabriquer derrière de l'urée, enfin bon, des ammonitrates, enfin tous les engrais qu'on utilise. Donc les gens qui produisent du gaz, de temps en temps, ils s'intègrent verticalement, ils s'intègrent à l'aval pour capter plus de valeur ajoutée, et ils vont aussi fabriquer les premières briques des engrais, voire les engrais. C'est exactement ce qu'ont fait les pays du Golfe, hein, puisqu'ils se disent, bon, on ne va pas juste exporter notre gaz, on va exporter ce qu'on fabrique à partir du gaz. Et donc, effectivement, une partie des engrais transitait aussi par le détroit d'Ormuz, parce que c'est un dérivé du gaz naturel. Pour l'hélium, L'hélium, c'est un vrai sous-produit pour le coup. C'est aussi un dérivé du gaz naturel. Alors là, pareil, je vais faire un peu de physique amusante. Le noyau d'hélium a 2 protons et 2 neutrons. C'est ce qu'on appelle une particule alpha. Et dans la radioactivité naturelle des roches, vous avez une partie des désintégrations radioactives qui produisent ces particules alpha. C'est-à-dire qu'une partie de la radioactivité naturelle des roches que vous avez dans le sous-sol produit ces particules alpha, de neutrons, qui sont éjectés des noyaux radioactifs. Et ça devient des atomes d'hélium. Et ces atomes d'hélium, ils migrent dans le sous-sol. L'hélium ne s'associe chimiquement à rien d'autre. C'est ce qu'on appelle un gaz rare, ça s'associe chimiquement. Et donc, ils migrent dans le sous-sol, et de temps en temps, ils sont arrêtés, exactement comme le gaz qui s'est formé à partir de résidus organiques dans le sous-sol. De temps en temps, ils sont arrêtés par une couche imperméable, sous laquelle il y a une roche poreuse. Donc, le gaz et l'hélium vont aller s'accumuler exactement aux mêmes endroits, même s'ils ne sont pas fabriqués de la même manière. Et donc, aujourd'hui, les fournisseurs d'hélium, c'est les producteurs de gaz naturel. Gazprom, par exemple, est un fournisseur d'hélium. Et donc, bis repetita, quand le commerce du gaz s'arrête, eh bien le commerce de l'hélium qui est extrait avec le gaz s'arrête aussi. Alors, est-ce que c'est grave, docteur? Sans les engrais azotés de synthèse aujourd'hui, même si moi, je suis un fervent militant du bio, etc., je pense qu'on nourrirait pas l'humanité, ou en tout cas pas comme on la nourrit aujourd'hui. L'hélium, alors c'est plus subtil. L'hélium aujourd'hui a 2 applications que tout le monde connaît sans le savoir. La première, c'est l'imagerie médicale. L'hélium liquide sert à refroidir ce qu'on appelle des aimants supraconducteurs dans les IRM.
Donc, toutes les personnes ici qui ont passé un examen de leur partie molle, sans mauvais jeu de mots, qui ont utilisé un IRM, eh bien, en fait, ils ont utilisé, pour une bonne partie d'entre eux, de l'hélium liquide. Et il faut, comme ça s'évapore toujours un petit peu pendant qu'on s'en sert, il faut périodiquement réapprovisionner. Donc, s'il n'y a plus d'hélium du tout, ben, on perd cette capacité d'imagerie. Et il y a quelque chose d'autre qui parle à encore plus de gens, c'est que l'hélium est aujourd'hui utilisé dans la fabrication des semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, c'est les composants électroniques. Oui, c'est les composants électroniques, dont c'est votre smartphone, votre ordinateur, les composants des réseaux, et aujourd'hui, tout ce qu'il y a partout. C'est-à-dire dans votre voiture, c'est bourré d'électronique. Dans votre robot ménager, éventuellement, il y a de l'électronique. Dans votre thermostat chez vous, si vous avez un truc contrôlable à distance, il y a de l'électronique. Il y a absolument partout maintenant de l'électronique. Et donc, sans hélium, aujourd'hui, il y a une bonne partie de l'électronique qu'on ne sait plus fabriquer comme on la fabrique aujourd'hui. Quand on sait que donc c'est 30% de l'hélium mondial qui a été retiré du marché pendant plusieurs mois, quand on sait que c'est une part significative du commerce d'engrais qui a été retiré du marché ou perturbé pendant plusieurs mois, comment se fait-il qu'on n'en ait pas vu davantage de traduction dans l'économie réelle? On a l'impression, vu de loin, que c'est comme si ça n'avait eu aucun impact. Parce que les plantes ne poussent pas en 24 heures, donc pour les engrais, il va falloir attendre un peu avant d'aller au résultat. Et l'hélium, c'est pareil. Moi, je ne surveille pas tous les jours où en sont les chaînes industrielles ici et là, ou bien où en sont les hôpitaux pour les... Voilà, donc je n'ai pas la réponse. Peut-être qu'avec des stocks ici et des je sais pas quoi, on va arriver à passer à travers sans encombre. Et peut-être que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, on vous dira, ben tiens, là, il y a la conséquence lointaine de ce qui s'est passé à Hormuz qui va se manifester. Ma deuxième question, elle est plus taquine. Vous parliez de l'importance cruciale de l'hélium pour fabriquer les semi-conducteurs et donc les composants électroniques. L'hélium, c'est littéralement un sous-produit du gaz naturel. Vous, comme de nombreuses voix écologistes, plaident pour laisser le gaz naturel là où il est, c'est-à-dire dans le sous-sol. Si on arrête d'extraire le gaz naturel et que donc on n'a plus d'hélium, est-ce qu'on peut continuer de fabriquer des composants électroniques? Alors, cette question n'est pas du tout taquine, et c'est une question que je pose moi-même pour faire comprendre la complexité du monde qui nous entoure. Une des choses qu'on essaye de faire, donc je vais faire un petit pas de côté, mais vous allez voir, comprendre pourquoi, c'est d'essayer de faire fonctionner le monde avec des énergies qu'on appelle décarbonées. Et donc, la question, c'est est-ce que ça peut marcher? Alors, il y a des tas de gens qui disent oui, oui, on va faire fonctionner le monde qu'avec des renouvelables, ça va très bien marcher. Sauf que ce qu'on appelle les renouvelables aujourd'hui, une éolienne moderne, un panneau solaire moderne, un réseau électrique moderne, c'est bourré d'électronique dans tous les sens et c'est fabriqué aujourd'hui avec des combustibles fossiles. L'acier du mât de l'éolienne est fabriqué avec du charbon. L'éolienne, elle est érigée avec des moyens de transport qui fonctionnent au pétrole, qui vont bien, etc., dont les pneus sont faits en caoutchouc synthétique. Le camion lui-même est bourré de gaines en plastique, d'électronique et de qu'est-ce que je sais. Enfin bon, bref. Sans parler des terres rares qu'on va extraire dans les pays d'Afrique en creusant leur sous-sol. Ça, c'est pas du pétrole. Non. Ça a besoin de pétrole pour être extrait. Mais ça a besoin de pétrole pour être extrait. Donc, on a une espèce de dépendance systémique, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, personne ne sait si on va arriver vraiment à dissocier les hydrocarbures de ce que les hydrocarbures nous ont permis d'obtenir comme produits, et si on va réussir à garder ces produits issus des hydrocarbures dans un monde sans hydrocarbures. Moi, je ne sais pas. Un parallèle que je fais souvent est de dire décarboner la société, ça revient en gros à retirer le premier étage d'un château de cartes avec tout le reste qui continue à tenir debout. C'est à peu près ça. Parce qu'en fait, on se rend compte, et donc une question que je pose souvent, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est dans un monde dans lequel il n'y a plus que des éoliennes et des panneaux solaires pour fabriquer d'autres éoliennes et d'autres panneaux solaires, on en fabrique combien et à quel coût? Ouais. Ben, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas la réponse, et absolument personne n'a la réponse, parce que tous les économistes qui disent le coût actuel est de temps, donc je vais rajouter. En fait, ça ne vaut pas un clou, ce genre de raisonnement, parce que le coût actuel est de temps dans un monde où 80% de l'énergie est fossile et où on hérite de la formidable productivité des centaines de milliards de machines sur Terre qui fonctionnent à l'énergie fossile. Le jour où on n'a plus ça, combien vaut l'éolienne? J'en ai strictement aucune idée. Beaucoup plus cher qu'aujourd'hui, ça c'est sûr. Donc la transition énergétique, c'est un saut dans le vide sans avoir du tout à quoi ressemblerait le monde dans lequel on saute. À l'horizon du siècle, c'est effectivement un immense saut dans l'inconnu. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'encore une fois, il ne faut pas faire tout ce qu'on peut pour que ce saut se passe le mieux possible. Mais ça veut dire que toute personne qui dit « je garantis à l'avance le résultat de ce qui va se passer » est un charlatan. J'aimerais en venir à la question du climat et en l'abordant par son aspect le plus concret. Là, au moment où on tourne, on est en pleine vague de chaleur, il fait chaud aujourd'hui, il fera plus chaud demain. On a traversé en mai en France un épisode historique de vague de chaleur.
La première question, c'est, je la pose de manière naïve, mais c'est important de commencer par là. Est-ce que c'est un événement météorologique exceptionnel, comme il en arrive toujours et qu'il en est toujours arrivé? Ou est-ce qu'on peut, avec rigueur, dire qu'il s'agit d'une traduction du changement climatique? Quand vous avez quelqu'un qui se met à fumer et qu'il a une petite toux le matin, est-ce que vous pouvez dire qu'il tousse parce qu'il s'est mis à fumer ou est-ce qu'il aurait toussé de toute façon? Hmm. Dans ce sens-là, vous ne pouvez pas dire. Par contre, dans l'autre sens, vous pouvez dire, s'il continue de fumer, c'est sûr qu'il va tousser de plus en plus souvent. Mm. Bah, les canicules et le changement climatique, c'est exactement pareil. Alors, en plus maintenant, la précocité et l'intensité de celle qu'on a eue en mai, on ne l'aurait pas eu sans changement climatique. Après, le dictionnaire est bien fait. Dans changement climatique, il y a changement. Donc changement, ça veut dire qu'on va voir des choses qu'on ne voyait pas avant. Donc malheureusement, il n'y a rien de surprenant dans ce qui vient de se passer en mai et dans ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est très désagréable, mais c'était totalement prévisible. Et au moment où les ennuis commencent à nous tomber dessus, bah, il y a un certain nombre de choses pour lesquelles c'est trop tard pour se prémunir à large échelle. Si, par exemple, les forêts de feuillus doivent mourir pour l'essentiel en France parce qu'il va se mettre à faire trop sec et trop chaud, bah, ce n'est pas en une semaine qu'on va les remplacer par autre chose. Donc il y a un certain nombre d'évolutions pour lesquelles l'adaptation est un mot qui n'a même pas de sens. On va juste encaisser notre perte et pleurer. Mais on ne va pas s'adapter au sens où il va y avoir une évolution douce vers autre chose. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas faire le maximum pour essayer d'y arriver quand même, mais c'est un maximum qui ne garantit pas qu'on va tout conserver en l'état. Ça, malheureusement, ça ne va pas se produire. Dans quoi est-ce qu'on peut se projeter? Est-ce que vous avez une idée d'à quoi la France de 2050 peut ressembler du point de vue du climat, justement? Est-ce qu'il faut s'attendre à avoir des étés caniculaires qui commencent en mai et qui finissent en septembre ou en octobre? Alors ça, la réponse à ça est assez simple. La réponse est oui. Après, il y a tout un tas de choses pour lesquelles on va découvrir au moment où les emmerdements nous tomberont dessus. Je vais prendre quelques exemples. Le retrait-gonflement des argiles. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Absolument pas. Alors, le retrait-gonflement des argiles, une partie du sol en France est argileux, il contient de l'argile. L'argile est une roche qui a la propriété d'absorber l'eau et de gonfler quand elle absorbe l'eau. Alors, le retrait-gonflement des argiles, c'est le phénomène de gonflement et de rétractation qui se produit quand vous avez de l'humidité et de la sécheresse qui se succèdent. Et dans le cadre du réchauffement climatique, les sécheresses devenant plus intenses, l'argile se contracte plus fortement au moment des sécheresses et ce gonflement-retrait crée du cisaillement pour les bâtiments aux fondations peu profondes qui sont sur les sols argileux. Et c'est les fissures qu'on voit apparaître dans les maisons, ça vous en avez peut-être entendu parler. Eh bien, le phénomène sous-jacent, le retrait-gonflement des argiles, il est amplifié par le réchauffement climatique. Et vous avez des églises, par exemple, qui sont là depuis un siècle et demi, qui se portaient très bien, et à cause du réchauffement climatique, ils voient apparaître des fissures. Qui aurait pu prévoir, comme disait l'autre, il y a 20 ans, que ça allait devenir le premier facteur d'indemnisation des assurances en cas de sécheresse? Deuxième conséquence, la taille des grêlons augmente avec le réchauffement climatique. Ça, c'est pareil. J'ai jamais vu dans un rapport du GIEC, il y a 20 ans, que la taille des grêlons allait augmenter. Sauf que maintenant, on sait faire l'attribution des causes et on sait que c'est une conséquence du réchauffement climatique. Quand vous commencez à vous prendre des orages de grêle, avec des grêlons qui font entre la taille d'une balle de ping-pong et une balle de tennis, eh bien, là où avant, les grêlons qui étaient comme ça, c'était même pas mal. Maintenant que les grêlons sont comme ça vous brise les serres, les toits en tôle ondulée, enfin en fibrociment, là, vous savez, etc. Ouais, c'est ça. Je connais une personne qui a une usine comme ça, le toit s'est fait grêler et l'usine a été HS pendant 1 ou 2 mois. Bon. Qui aurait pu prédire, comme disait l'autre. Et puis je peux vous en prendre d'autres, des exemples comme ça, sur la mortalité des espèces. On sait qualitativement ce qui va se passer. Il y a un certain nombre d'arbres. Maintenant, moi, je suis traumatisé. Maintenant, à chaque fois que je me balade en forêt ou je sais pas quoi, j'arrête pas de regarder le sommet des arbres. Et vous voyez des branches sèches partout, des houppiers. Le houppier, c'est la partie sommitale de l'arbre, voilà, qui commence à devenir totalement déplumée, des arbres morts à droite à gauche, etc. Ça, on sait que c'est ce qui va se passer. À quelle vitesse ça va se passer, personne ne sait exactement. Et un dernier exemple, celui-là, je l'adore, les printemps arabes, 2010, il y a une cause climatique directe. Qui a été la très grande sécheresse en Russie en 2010. Et la Russie, comme vous le savez peut-être, est un des premiers exportateurs mondiaux de blé, même le premier exportateur mondial de blé. Et donc, le Maghreb, qui déjà était dans les conséquences de la crise économique de 2009, donc il n'y avait plus de touristes, ont vu le prix des céréales exploser à cause de la sécheresse en Russie. Et vous avez eu un effet cisaille et des émeutes de la faim. En fait, ce qui s'est passé au Maghreb à ce moment-là, dans lequel vous avez la marque du changement climatique. Donc, qui aurait pu prédire? Donc, en fait, les canicules,
c'est la partie émergée de l'iceberg. Il y a plein d'autres choses qui vont se passer. Et donc, à quoi ressemblera la France en 2050? Moi, je ne sais pas vous dire. Je ne sais pas vous dire si la conséquence conjuguée de l'environnement qui se détériore et de l'énergie qui va devenir moins disponible nous aura amené une dictature. Je ne le souhaite pas, mais enfin, je veux dire, je ne sais pas dire. Je sais pas dire. Et les conséquences les plus dramatiques pour les individus, elles ne sont pas dans les modèles. La baisse de l'espérance de vie, elle n'est pas dans les modèles. Le totalitarisme, s'il arrive, c'est pas dans les modèles. Ce à quoi je sais répondre, c'est d'identifier les menaces et de dire qu'on serait bien inspiré de mettre beaucoup plus de moyens humains, intellectuels, donc matériels, donc économiques, dans le fait de conserver un monde à peu près sympathique. Et aujourd'hui, quelque chose qui est intellectuellement très difficile pour l'élite économique, c'est de comprendre que la priorité, c'est plus devenu d'avoir des trucs qu'on n'avait pas avant, c'est d'arriver à conserver ce qu'on a déjà. Sur la canicule, malgré tout, moi, il y a un point que je voulais aborder avec vous qui est peut-être plus trivial, encore que, c'est la question de la climatisation. Et je dis que c'est trivial parce que c'est aussi l'angle par lequel souvent cette question est abordée dans les médias, dans les JT de 20 heures. On a des reportages sur telle famille qui allait s'acheter son petit climatiseur de poche, qu'il a mis dans son salon, et puis tout d'un coup, il fait plus froid. Bon. On sait que la climatisation, en réalité, c'est aussi un cercle vicieux. Parce qu'elle consomme de l'énergie et que l'énergie est responsable du réchauffement climatique, parce qu'elle rejette de la chaleur dans les villes et que, en fait, si on climatise les logements, les villes elles-mêmes deviennent plus chaudes. Donc tout le monde voit bien le cercle infernal que ça enclenche. Et en même temps, moi, la question que je me pose et que je voulais vous poser, c'est, au fond, dans un monde où les étés sont à 40, 50 degrés peut-être, est-ce que la climatisation des logements va pas devenir aussi indispensable que le chauffage l'est l'hiver? Je vais commencer par répondre à la ville à 50 degrés. Hmm. Il n'y a pas très longtemps, il y a Christophe Cassou, qui est un climatologue, qui a dit la question de savoir si on va avoir 50 degrés en France, c'est pas si, c'est quand. On est quand même monté en France, sauf erreur de ma part, déjà à 46 ou 47. Oui, on n'en est pas très loin, bien sûr. On n'en est pas très loin. Hein. Alors, avantages et inconvénients de la climatisation. On va parler de la climatisation électrique. Paradoxalement, dans les inconvénients que ça n'a plus aujourd'hui, c'est celui de consommer une électricité qui va engendrer beaucoup de CO2, parce que la climatisation, on s'en sert quand il y a beaucoup de soleil et qu'il fait chaud. Et quand il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup d'électricité solaire maintenant aussi. Il y en a même tellement qu'on ne sait plus quoi en faire. Il y a ce qu'on appelle la cloche solaire maintenant en Europe, qui, on va dire, se produit entre 10 et 16 heures entre avril et septembre, où vous avez des quantités massives d'électricité solaire qui arrivent sur le réseau. C'est même ça qui a fait probablement sauter le réseau espagnol, à un moment où la consommation était trop faible. Et vous avez les prix qui deviennent nuls tous les jours. Alors maintenant, les prix spot, hein, les prix immédiats aux alentours de 14 heures, ils deviennent voire nuls ou négatifs. Donc, en fait, de l'électricité au moment où la clim va tourner à fond, parce que c'est justement là qu'il fait le plus chaud, ça, c'est pas vraiment un problème, on va dire. En tout cas, pas tant que vous n'avez pas des quantités absolument massives de clim partout. Par contre, ce qui reste un problème, c'est que la climatisation ne fait que transférer la chaleur de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, si la chaleur est plus chez vous, elle est un peu plus dans la rue, et le climat devient encore plus étouffant quand vous n'êtes pas chez vous. Voilà, c'est ça l'inconvénient. Et il va falloir arbitrer. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de cas de figure dans lesquels on se dit quand même, là, c'est évident que le bénéfice de la clim, on l'a. Donc à l'hôpital, vous n'envisagez pas de... Voilà. Et si vous avez même des employés de bureau, je ne sais pas si vous avez envisagé de travailler par 30 degrés derrière un bureau, mais enfin, c'est quand même pas confortable. Donc, de toute façon, je pense que ça va se faire. Voilà. La question, c'est partout où on peut éviter de faire ça, c'est-à-dire éviter de climatiser avec le boîtier magique, c'est toujours bon à prendre. Et vous avez un certain nombre de techniques qui permettent éventuellement de faire ça. Rajouter des auvents devant les fenêtres, par exemple, c'est un truc tout con. Ça n'empêche pas le soleil de rentrer l'hiver, parce que le soleil est beaucoup plus bas sur l'horizon. Ça l'empêche de rentrer l'été. Ben, rien que ça, c'est quelque chose qui peut apporter des bénéfices. Donc, vous avez des modes qui permettent d'éviter d'utiliser ces appareils magiques et qui, eux, n'ont pas cet inconvénient de réchauffer la ville. Mais le climatiseur, je pense, va quand même se déployer dans un certain nombre de cas de figure, parce qu'on se dira qu'on n'a pas le choix, quoi. Et si vous avez des enfants, l'école de vos enfants, je pense que vous n'aurez pas très envie qu'elle soit à 35 degrés. Quoi. C'est vrai que donc la famille qui vient acheter son climatiseur dans un supermarché, c'est le reportage qu'on a vu dans les JT de 20 heures. Et il y a d'autres choses qu'on n'a pas vues, ou moins vues. On a moins vu les gamins qui étudient par 30 dans une classe surchauffée, et faire cours quand il fait plus de 30 degrés, c'est pas évident, pour utiliser un euphémisme. On a moins parlé des ouvriers du bâtiment qui travaillent dehors sous des températures étouffantes, et on a moins parlé du fait que
l'été dernier, en France, il y a, si je ne me trompe pas, 9 personnes qui sont mortes d'un accident du travail qui était imputable à la chaleur. On parle moins également des personnes, des familles qui ne peuvent pas s'acheter un climatiseur, qui vivent dans des passoires thermiques, et les passoires thermiques, l'été, ça devient une bouilloire thermique. Moi, la question que je voulais vous poser, c'est, au fond, est-ce que la chaleur n'est pas en train de devenir aujourd'hui, de manière sourde, l'une des premières peut-être, et peut-être l'une des plus dramatiques inégalités? Alors, ce qui est sûr, c'est que le fait d'étudier quand il fait trop chaud, l'apprentissage se fait moins bien. Ça commence à être documenté sur le plan scientifique. Et donc, le réchauffement climatique nous ramollit la cervelle, qui n'avait pas besoin de ça. Heu, sur le temps de travail dehors, là, on peut éventuellement aménager, c'est-à-dire se dire: «Les chantiers, on va les faire, la nuit, le soir, le matin», et cetera. Et il y a des agriculteurs maintenant, par exemple, qui ne moissonnent plus dans la journée, en période de canicule, parce qu'ils ont trop peur d'un départ de feu. Vous savez, il y a un petit silex qui vient taper une partie en métal Ouais, ouais. de la moissonneuse, ça vous fait une étincelle et paf, ça met le feu au champ de blé. Alors, est-ce que c'est une inégalité? C'est désagréable, parce que quand vous avez l'habitude de travailler 2 jours et de rentrer le soir chez vous et de voir votre conjoint, vos enfants ou qui vous vouliez, Et et qu'on va et ça qu'on devient une sacrée inégalité. ah oui, et qu'on vous dit: «Ah coucou, maintenant vous allez, bosser, de 8 heures du soir à 3 heures du matin», c'est sûr que, bon. L'adaptation, ça va pas toujours être sympa. C'est une autre façon de dire ça, que je dis confortablement calé dans mon fauteuil là, mais c'est malheureusement, c'est exactement ça qui va se passer, c'est qu'il y a des cas de figure dans lesquels l'adaptation, ça va se faire un peu dans la douleur. Et c'est bien pour ça que l'idéal aurait été de ne pas avoir à s'adapter, parce que l'effort d'adaptation, dans un certain nombre de cas de figure, il va être beaucoup plus douloureux que l'effort qu'on aurait dû faire pour émettre moins. La différence, c'est que l'effort d'adaptation, il est local. C'est-à-dire Oui, qu'on adapte localement la France, voire un territoire au réchauffement climatique, alors que l'effort d'atténuation, c'est-à-dire faire en sorte que le climat se réchauffe moins, il est global. oui, Ça se fait mondialement. on contribue à l'effort global quand on émet. Alors, il y a une raison à ça, hein, qu'il faut rappeler aussi, c'est que le principal gaz à effet de serre, donc le CO2, dioxyde de carbone, c'est un gaz qui est chimiquement stable une fois dans l'air. Si c'est chimiquement stable une fois dans l'air, ça veut dire qu'il n'y a pas de processus d'épuration dans l'atmosphère. Et donc, si on veut pas qu'il y ait trop de CO2 dans l'air, il faut juste pas en mettre dedans. Et comme le CO2, il reste très très longtemps et que les vents brassent l'atmosphère à la surface de la Terre, que le CO2 soit émis à Tombouctou, à Vladivostok ou à Garges-les-Gonesse, ça n'a strictement aucune espèce d'importance. C'est pour ça que l'effort doit être partagé et planétaire. Mais là, en discutant avec vous, je viens de comprendre. Alors, vous allez me dire si j'ai bien compris, mais dans un cynisme terrible, ce qui fait qu'on continue de ne pas lutter contre le réchauffement climatique lui-même, c'est-à-dire on ne fait pas d'atténuation du réchauffement, on fait que de l'adaptation. Pourquoi? Parce que si je veux atténuer le réchauffement climatique, il faut que nous, en France, on fasse des efforts, tout en regardant potentiellement les Chinois et les Japonais continuer, je dis les Chinois et les Japonais, et sans doute pourrais-je citer 10 autres pays, continuer de climatiser leur commerce la porte ouverte à 19 degrés. Alors que l'adaptation, au moins, c'est nous, chez nous, en France, Oui, qu'on adapte. Donc, on peut avoir le sentiment de se dire, on va laisser le climat se réchauffer, de toute façon, on va pas faire d'efforts pour les Américains, les Chinois, les Japonais. Par contre, chez nous, on va utiliser notre argent pour s'adapter et faire en sorte que le alors, réchauffement climatique, on le subisse moins. je le redis, s'adapter, ça va parfois être douloureux. S'adapter, ça va parfois vouloir dire, voir les forêts mourir sans rien pouvoir faire. Ça va parfois vouloir dire, perdre de la production agricole sans rien pouvoir faire. Ça va parfois vouloir dire perdre des emplois sans rien pouvoir faire. Ça va parfois, vouloir dire perdre de la stabilité politique. Enfin, je veux dire, c'est pas nécessairement quelque chose de sympa, l'adaptation. J'ai pas dit que c'était rationnel. Non, non, J'ai pas mais dit je que suis c'était la bonne solution. J'ai dit que je je viens de comprendre ah d'accord, oui, oui, non politiquement. mais ça je suis d'accord. En fait, je viens de Oui, oui. comprendre politiquement Oui, oui, oui. pourquoi est-ce qu'au fond, tout le monde parle de l'atténuation du réchauffement climatique en ne faisant rien. Oui, Et oui. la seule chose qu'on fait, c'est de l'adaptation quand c'est nécessaire, parce qu'en fait, Oui, oui, cyniquement, bien sûr. c'est la chose à la fois la plus Oui, égoïste, mais du oui. coup, en termes de théorie des jeux, la plus rationnelle à faire. Oui, oui, non mais là-dessus, je suis tout à fait d'accord. J'aimerais remonter d'un cran en généralité, parce que depuis tout à l'heure, on a entremêlé les questions de climat et d'énergie. Et en fait, je pense que pour les personnes qui nous écoutent, en tout cas, c'est peut-être pas limpide et évident pour tout le monde en quoi est-ce que ces deux enjeux sont liés. Bon, je sais, Jean-Marc, que vous, c'est au cœur de votre travail. Est-ce que vous pourriez expliquer le plus simplement et brièvement possible pourquoi est-ce que parler de changement climatique, c'est nécessairement parler d'énergie? Le changement climatique, il est lié au fait que l'atmosphère s'enrichisse avec des gaz qu'on appelle des gaz à effet de serre. Alors, c'est quoi un gaz à effet de serre? C'est tout simplement un gaz qui laisse passer la lumière qui vient du Soleil et qui ne laisse pas passer, qui est opaque aux infrarouges émis par la surface de la Terre. Donc, c'est comme un piège à homard.
L'eau rentre et ne ressort pas. Là, c'est un piège à énergie. L'énergie rentre en passant à travers l'atmosphère qui est transparente au rayonnement solaire, mais elle est opaque au rayonnement émis par la surface de la Terre, parce que la surface de la Terre a chauffé quand elle a reçu cette énergie solaire. Et à ce moment, l'énergie est piégée près du sol. Voilà. L'effet de serre existe depuis que la Terre a une atmosphère, donc ça a 4 milliards d'années, l'effet de serre, c'est vieux. Ça a été découvert par Fourier il y a 2 siècles, donc on sait que même plus de 2 siècles, c'était en 1824. Donc la connaissance scientifique sur l'effet de serre est très ancienne. Et ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est que cet effet de serre est en train d'augmenter parce qu'on rajoute des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors le principal gaz qu'on rajoute, c'est le dioxyde de carbone, CO2. Et ce dioxyde de carbone est produit en oxydant les atomes de carbone qu'on a dans les hydrocarbures. Donc les hydrocarbures, l'essence, le gaz naturel, le charbon, mais parfois dans les hydrocarbures, le diesel, le kérosène, etc. C'est des molécules qui sont composées de carbone et d'hydrogène. C'est pour ça qu'on les appelle hydrocarbures. Hydro, ça vient d'hydrogène, carbure de carbone. Donc c'est du carbone et de l'hydrogène. Et quand on les brûle, ça vous donne, l'hydrogène s'associe à l'oxygène, c'est de la vapeur d'eau, et le carbone s'associe à l'oxygène aussi, et ça donne du CO2. Et ce CO2 est un gaz à effet de serre. Donc vous brûlez des hydrocarbures, quels qu'ils soient, le CO2 qui est un gaz s'échappe, part dans l'atmosphère, où il va rester très longtemps. C'est ça. Alors il y a d'autres gaz à effet de serre auxquels on pense moins souvent. Le méthane, le protoxyde d'azote sont des gaz à effet de serre. Alors le méthane, ses principales sources, c'est les fuites dans l'extraction et le transport du gaz naturel, puisque le méthane est la principale molécule du gaz naturel, et l'élevage bovin, parce que les vaches rotent du méthane. Elles ne le pètent pas, je précise, cette précision biologique importante. Le protoxyde d'azote, c'est un gaz qui est connu, qu'on appelle aussi le gaz hilarant, et qui aujourd'hui est en train de faire des ravages incidemment comme stupéfiant. Eh bien, ce gaz, c'est un sous-produit involontaire de l'utilisation des engrais azotés. Donc, quand on met les engrais azotés sur le champ, une toute petite partie de ces engrais azotés va avoir une réaction chimique avec l'environnement qui va produire du protoxyde d'azote. Voilà, c'est inévitable. Et ces émissions de protoxyde d'azote contribuent aussi à enrichir l'atmosphère en protoxyde d'azote, qui est aussi un gaz qui va être assez stable dans l'atmosphère, et donc à augmenter le réchauffement climatique. Mais vous avez aussi du CO2 qui vient de la déforestation. La déforestation, ça consiste à couper des arbres et à les brûler, pour l'essentiel, pour faire place à des champs. Les arbres, c'est plein de carbone, parce que c'est des molécules organiques. Et donc, quand on brûle ce qu'on a coupé, eh bien, ça fait du CO2 qui part dans l'atmosphère aussi. Vous avez une spécificité, c'est que vous rappelez souvent que l'énergie, contrairement à ce qu'on pense spontanément, ne se limite pas à l'électricité et aux hydrocarbures, mais que pour vous, l'énergie, c'est en réalité un concept au cœur du fonctionnement de l'économie mondiale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quel point et en quoi? Alors, c'est très simple. L'énergie, c'est la nourriture des machines. À quoi sert l'électricité? À faire fonctionner un frigo, un robot mixeur ou un ascenseur. À quoi sert le pétrole? À faire avancer un camion, une barge fluviale, un navire de la marine marchande, un engin de mine ou un avion. À quoi sert l'électricité qui est elle-même obtenue avec du pétrole, du gaz, du charbon ou des chutes d'eau, etc. À faire fonctionner toutes les chaînes industrielles qui ont fabriqué tous les objets qui sont chez les gens qui nous regardent. Voilà. Donc en fait, c'est quoi l'énergie? C'est la nourriture des machines. Je dis parfois c'est des croquettes pour machines, l'énergie. Et donc, utiliser plein d'énergie, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça veut dire avoir un gros parc de machines à notre disposition qui va fabriquer tout ce qui nous entoure. Donc, plus on a d'énergie, plus on a de machines qui s'occupent de nous. Et la civilisation moderne, c'est le monde des machines. Et ces machines nous ont amené tout ce qui fait notre quotidien. Pas juste les objets qu'on consomme, elles nous ont libéré du temps. Par exemple, si on regarde le temps de travail en France, il a été divisé par 2 entre 1900 et 2000. Dernier point important, on a parlé des villes tout à l'heure à cause de la chaleur dans les villes. Avant l'énergie abondante, il y avait très peu de villes. Les gens étaient essentiellement à la campagne. Et en fait, dès que vous faites rentrer l'énergie abondante dans un pays, vous provoquez de l'exode rural. Pourquoi? Parce que vous remplacez les gens par des tracteurs et des engrais. Par contre, les hectares à cultiver n'augmentent pas. Et donc, vous avez plein de bras qui sont disponibles pour devenir ouvrier et employé de bureau. Voilà. Donc, l'énergie, c'est vraiment le truc. L'énergie, parce que les machines, c'est vraiment, à l'échelle du siècle, ce qui a structuré le plus profondément la façon dont les gens vivent. Et entre un soviétique des années 70, pardon, 70, il y a des Belges qui nous regardent, et un Français des années 70, il y avait beaucoup moins de différence qu'entre n'importe lequel des deux et un paysan du Moyen-Âge.
Enfin, ça a été le bulldozer, le rouleau compresseur qui a tout écrasé sur son passage, l'accès à l'énergie abondante et cette civilisation des machines. Il y a un discours qu'on entend beaucoup, et notamment chez les politiques, en tout cas, il est sous-jacent derrière certaines déclarations. C'est l'idée que, certes, on émet trop de carbone, on est trop dépendant des hydrocarbures, et on a une civilisation qui n'est pas compatible avec le respect du climat et de la planète. Mais on va remplacer les énergies carbonées par des énergies non carbonées, donc du renouvelable, éventuellement un peu de nucléaire, on en parlera tout à l'heure. Avec ça, on va faire de l'efficacité, c'est-à-dire qu'on va utiliser le développement technique pour avoir des usines de plus en plus efficaces qui produisent de mieux en mieux en utilisant de moins en moins d'énergie. Et puis l'un dans l'autre, au fond, on va réussir à garder notre mode de vie en faisant simplement d'un côté une transition énergétique et de l'autre de l'efficacité industrielle. Est-ce que cette perspective-là, le fait de dire la technique va nous permettre de conserver notre mode de vie tout en respectant la planète et le climat, est-ce que cette perspective, elle vous semble crédible? Alors la réponse courte est non. La réponse un peu plus longue, c'est je pense quand même qu'on peut espérer conserver quelque chose. Et je vais commencer par me replonger 3 siècles en arrière. Les êtres humains sont sédentaires depuis 10 000 ans. Ils utilisent des énergies renouvelables depuis des centaines de milliers d'années, à commencer par le bois de feu, qui date d'il y a quelques centaines de milliers d'années. Et puis ensuite, toutes les énergies renouvelables ont été mises au service de notre civilisation. Le vent, pour faire avancer les premiers navires et moudre le grain avec les moulins à voile. La force de l'eau avec les moulins hydrauliques qui étaient partout dans la Rome antique. Enfin, à l'époque des Romains, il y en avait absolument partout. Et donc, les énergies renouvelables sont des énergies très anciennes. On les connaît par cœur, ces énergies. C'est les seules qu'on a eues jusqu'à l'avènement des hydrocarbures. Et nulle part dans le monde, à l'époque des énergies renouvelables, c'est-à-dire pas un endroit, en 10 000 ans d'existence, avec des gens tout aussi intelligents que nous, avant les énergies fossiles, pardon. Il y a eu Mozart, il y a eu Galilée, il y a eu... Qui a composé des symphonies à 5 ans depuis Mozart? Enfin, personne. Enfin, génie absolu. Bon. Donc, il y avait des génies absolus. Il n'y a pas un endroit où a émergé une civilisation industrielle basée uniquement sur les renouvelables. Donc ça, c'est déjà un premier truc qui devrait nous mettre la puce à l'oreille. C'est est-ce que dans un monde dans lequel il n'y aura plus que des énergies renouvelables, on est capable de conserver une civilisation industrielle? Je ne sais pas. Alors, on m'objectera que le passage par les énergies fossiles a permis d'acquérir tout un bagage de connaissances qui probablement peut être mis à profit pour conserver dans un monde totalement renouvelable une partie, mais à mon avis une partie seulement, des acquis techniques que nous avons eus. Voilà. Mais je ne suis pas capable de dire quelle fraction. Donc on parlait tout à l'heure de grands sauts dans l'inconnu. Moi, je suis totalement incapable de dire quelle fraction on va conserver. La seule chose que je suis capable de dire, c'est une approche différentielle. C'est de dire, si on ne s'en occupe pas, j'ai plus peur que si on s'en occupe. Dit autrement, si on ne s'occupe pas du problème, je pense que la situation à l'arrivée sera moins enviable que si on s'en occupe. Voilà, cette approche différentielle, je suis très confiant dedans. Par contre, garantir le niveau d'atterrissage dans un monde où il n'y a plus que des énergies renouvelables, strictement aucune idée. Je redis que le système renouvelable auquel on pense aujourd'hui, par exemple, dans un monde dans lequel il n'y a plus que des énergies renouvelables, est-ce qu'on est capable de fabriquer autant d'électronique qu'aujourd'hui? Si la réponse est non, vous n'avez pas un réseau électrique qui tient, parce que pour tenir avec des sources non pilotables, ils sont bourrés d'électronique, les réseaux. D'accord? Si vous n'avez pas aujourd'hui, vous êtes incapable de gérer un réseau électrique avec que des éoliennes et des panneaux solaires si vous n'avez pas de l'électronique. Alors qu'avec des centrales à charbon, des centrales hydrauliques et des centrales nucléaires, on est capable de le faire. Ça, on va en parler dans un instant, évidemment. Non, mais on est capable de gérer un réseau sans électronique. Du reste, on l'a fait pendant un siècle. Si on n'est pas capable de fabriquer de l'électronique en telle quantité dans un monde où il n'y a plus que des énergies renouvelables, qu'est-ce qui reste de notre civilisation industrielle moderne? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il reste des entreprises à large échelle, par exemple? La caméra qui est en train de me filmer a été fabriquée par, je vais citer une marque, même si c'est très mal, Sony, si j'ai bien compris, qui est une multinationale. Est-ce que vous êtes capable de gérer une multinationale avec papier-crayon aujourd'hui? Vous en êtes totalement incapable. Donc, rien que pour la gestion de l'entreprise qui a fabriqué la caméra, si vous n'avez plus d'électronique, donc plus d'ordinateur, vous ne savez plus gérer la boîte. Donc vous voyez, en fait, cette dépendance, elle va se nicher absolument partout, et moi, je ne suis pas capable de vous dire quel est le niveau d'arrivée. Ce que je suis capable de vous dire, c'est qu'il y a du gras. C'est-à-dire qu'il y a une partie des combustibles fossiles, c'est assez facile de s'en débarrasser. Par exemple, celle qui est dans la mobilité des personnes, c'est assez facile de s'en débarrasser. Si avec un mix de vélos, de bus, de trains, de voitures électriques et de marches, vous arrivez à vous débarrasser du pétrole dans la mobilité des personnes. Est-ce que vous allez arriver à vous débarrasser du plastique
dans la mobilité des personnes. Parce que même le vélo électrique, il faut du plastique pour fabriquer aujourd'hui, etc. Ça, c'est moins sûr. Parce qu'un vélo avec juste du bois et de l'acier fait avec du charbon de bois, bon, c'est pas exactement la même chose. Donc voilà, donc il y a plein de questions pour lesquelles aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas la réponse. La seule chose, pour prendre une expression un peu haute en couleur par laquelle je vais conclure, c'est que tous les responsables politiques qui disent frisous les moustaches, on va avoir un monde 100% renouvelable dans lequel vous allez avoir les mêmes retraites qu'aujourd'hui, etc., ils ont fumé la moquette. Ça n'arrivera pas. Il y a un mot que je vous entends pas prononcer, pourtant vous tournez autour. Vous parlez de commerce mondial, de grandes entreprises mondialisées, de civilisation occidentale, enfin de civilisation industrielle. Je vous entends pas parler de capitalisme. Vous dites, il va falloir faire quelque chose, mais est-ce qu'on peut rigoureusement dire cela sans ajouter la phrase derrière et donc sortir d'une manière ou d'une autre du capitalisme mondial qui nous a amené à cette surconsommation de biens? Alors, capitalisme est un mot pour moi extrêmement protéiforme, parce que je pense que beaucoup de gens y mettent des choses très différentes. Ça, c'est 100% vrai. Votre boulanger est un capitaliste. Il est propriétaire de sa boulangerie, etc. Est-ce que quand on dit il faut sortir du capitalisme, vous vous dites ça serait bien que mon boulanger devienne un fonctionnaire? Je suis volontairement taquin. Beaucoup de gens, quand ils disent capitalisme, en fait, ils pensent multinationale financiarisée. C'est un des volets du capitalisme. Et on peut très bien dire je ne suis pas contre le fait que le boulanger reste propriétaire de sa boulangerie, tout en voulant sauvagement réguler le capitalisme financier mondialisé. Est-ce que c'est votre cas? Oui. Donc on peut très bien faire les deux. Moi, je suis capitaliste, je suis actionnaire de Carbone 4, bon. Donc je pense même que c'est souhaitable. Dans les propositions farfelues qui m'est arrivé de faire, j'ai dit par exemple la cotation en continu. Moi, j'en vois pas l'intérêt. Ça permet juste à la spéculation de s'exercer, mais je vois pas en quoi la valeur d'une entreprise change d'une minute à l'autre. Les comptes trimestriels des entreprises, je pense que ça se discute pour un certain nombre d'entre elles. Enfin bref, je pense que le débat blanc ou noir est un débat qui est un peu stérile. Moi, j'ai une approche plus à l'anglaise. Je pense qu'il faut monter les escaliers marche par marche et donc chercher à réguler progressivement. Mais il y a plein de trucs qu'il faut réguler. C'est absolument évident. J'ai dit tout à l'heure, l'agriculteur français va vendre ses céréales au cours du marché mondial au meunier français qui va fabriquer des biscottes mangées en France. Est-ce qu'on a besoin de se caler sur le prix du marché mondial pour faire ça? Moi, j'en vois pas l'intérêt. Parce que si on disait qu'on protège ce contrat du prix du marché mondial et qu'on se donne un prix garanti qui permet à mon agriculteur de faire des trucs qui sont mieux pour la planète et mieux pour sa santé, etc., ça me va très bien. Après, je vais mettre une deuxième provocation. Est-ce que l'Union soviétique ou est-ce que la Chine, à ses débuts, maintenant c'est un pays un peu plus libéral qu'avant, mais à ses débuts, étaient des pays spécialement doux pour l'environnement? Je ne crois pas. Et pourtant, c'était pas des pays capitalistes au sens traditionnel du terme. Donc, moi, je suis plus pessimiste que vous. Je pense que la volonté d'accumulation, elle est inhérente à la nature humaine. Et que la soif de pouvoir, elle est inhérente à la nature humaine, parfois. Staline n'était pas un capitaliste, pourtant il avait absolument soif de pouvoir et il a fait quelques dégâts collatéraux en ce qui concerne l'espérance de vie de ses semblables. Donc je pense que c'est mieux, en tout cas il me semble que c'est plus approprié d'essayer d'avoir une approche pragmatique des problèmes. Et donc effectivement, dans une approche pragmatique des problèmes, avoir des multinationales financiarisées dont les intérêts ne recoupent pas les intérêts de la collectivité, il faut s'en occuper. Et inversement, il peut arriver à la puissance publique de faire des trucs parfaitement déconnants. Quand Hollande a dit qu'il faut fermer Fessenheim et il faut baisser le nombre de réacteurs nucléaires en France, ça avait beau être la puissance publique, de mon point de vue, c'était parfaitement déconnant. Donc, et c'était parfaitement antisocial. C'est ça que les socialistes n'ont pas compris. C'était totalement puisque l'énergie, c'est ce qui fait la production, donc la redistribution, donc la machine sociale. Il faut comprendre que volontairement entamer le système énergétique, c'est appauvrir les gens. Bon, du reste, on va en parler plus tard, quand LFI fait le même genre de proposition, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de se marcher sur les pieds. Donc sur le capitalisme, moi, ma position, c'est pas faut complètement en sortir. Je ne suis pas favorable à ce que mon épicier ou mon boulanger devienne un fonctionnaire. Par contre, je suis tout à fait favorable à ce que la partie la plus visible, j'ai envie de dire, de ce système, c'est-à-dire le capitalisme financier mondialisé, soit beaucoup plus fortement régulé qu'il ne l'est aujourd'hui. Sur le nucléaire, puisqu'on a ouvert la discussion, c'est la suite logique des questions de transition énergétique dont on a parlé. Donc, en vous écoutant, on comprend qu'il va falloir sortir des hydrocarbures, sortir des énergies qui émettent du gaz à effet de serre.
Et des énergies non émettrices, il y en a quelques-unes, il y a le renouvelable. Donc, on parle beaucoup du solaire, de l'éolien, il y a l'hydraulique également, mais l'hydraulique est très dépendant de la géographie, si j'ai bien compris. Et puis, il y a le nucléaire, qui est une énergie qui pose des questions, qui interroge en termes de sécurité, de sûreté, de consommation de combustible, puisqu'il faut de l'uranium pour faire fonctionner une centrale nucléaire. Mais par contre, c'est une énergie décarbonée. La question se pose aujourd'hui de dire, si on sort des hydrocarbures, par quoi on les remplace? Certains, comme vous, disent il faut utiliser l'énergie nucléaire. D'autres disent il vaudrait mieux s'en passer. Pourquoi est-ce que pour vous, le nucléaire est une partie de la solution? Donc, je vais revenir à ce que je disais. L'énergie, c'est les machines. Et les machines, c'est notre mode de vie. Donc, moins vous avez d'énergie, moins vous avez de machines. Et plus les gens sont, entre guillemets, pauvres au sens traditionnel du terme. C'est-à-dire qu'ils ont moins facilement des chaussures, à manger, la possibilité de se déplacer, accès à une consultation médicale, etc. C'est ça que ça veut dire en pratique. Donc mon sentiment, c'est qu'à partir du moment où les hydrocarbures vont de gré ou de force nous échapper, il faut faire tout ce qu'on peut pour que dans les autres domaines, on développe aussi vite que possible, mais avec quelques conditions limites que je vais évoquer, les énergies décarbonées. Si c'était pas épuisable et si ça faisait pas de changement climatique, le pétrole, c'est merveilleux. Il n'y a rien de mieux. C'est génial, le pétrole. C'est très dense, très facile à transporter, extrêmement polyvalent dans son utilisation. Vous pouvez en faire de l'énergie ou vous pouvez en faire des matières premières. C'est génial, il n'y a rien de mieux. Et en plus, ça s'extrait en mobilisant extrêmement peu de surface sur Terre, parce que ça vient du sous-sol. En passant des renouvelables aux combustibles fossiles, on a remplacé le sol par du sous-sol. Et du coup, on a pu utiliser tout le sol pour autre chose. Se nourrir, construire des villes, des routes, etc. En revenant aux énergies renouvelables, on retrouve des conflits d'usage sur le sol. Parce que les énergies renouvelables, à part la géothermie, elles ne sont pas dans le sous-sol, elles sont sur le sol. Bon. Et on voit arriver ces conflits d'usage. Trop d'éoliennes trop près de chez moi, le panneau solaire qui va embêter telle ou telle espèce à tel endroit parce que le champ solaire au sol est important. Enfin, et les biocarburants qui bouffent des surfaces importantes de champs. Enfin, on revoit arriver ces conflits d'usage. Alors même qu'aujourd'hui, la production renouvelable reste marginale dans l'approvisionnement énergétique mondial. Hein. Bon, donc, on comprend bien que ça va être, plus ça va se développer, si ça se développe, et plus ça sera un sujet. Bon. Donc, continuer à disposer d'un nombre significatif de machines, c'est assurer qu'on continue à avoir des vêtements pour pas trop cher, de la nourriture pour pas trop cher, des dentistes pour pas trop cher, etc. C'est ça que ça veut dire, hein, en pratique. Il faut bien comprendre que c'est ça. Donc, dans cette affaire, se dire « je me prive délibérément d'une marge de manœuvre », c'est accepter. Alors, si c'est ça le choix démocratique, moi, j'ai pas de problème. Mais il faut comprendre que c'est ça le choix. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut tout utiliser, à condition que ce soit pas extrêmement dangereux. Et quand vous regardez et que vous demandez aux médecins, c'est les gens qui comptent les morts et qui comptent les maladies, c'est les médecins, et ben les médecins vous disent le nucléaire, c'est ce qu'il y a de plus sûr dans toutes les énergies qu'on peut utiliser. Entre le nucléaire et le charbon, par exemple, il n'y a juste pas photo. Le charbon tue chaque année 300 000 personnes ou 400 000 personnes dans le monde. Donc, la ville de Grenoble disparaît chaque année à cause du charbon. Directement, c'est-à-dire qu'on parle de personnes qui meurent dans les mines? Et des maladies professionnelles des mineurs. Ok. Je ne parle même pas de la pollution urbaine induite. Ok, oui. Même pas. Oui, c'était ma question. Même pas des particules fines, etc. Même pas. Juste les gens qui meurent parce qu'ils sont mineurs. S'il y avait 300 000 morts par an dans le monde à cause du nucléaire civil, je pense qu'on en entendrait un peu plus parler. Ce qui fait peur, c'est les zones d'exclusion. Ce qui fait peur, c'est l'idée de se dire qu'il y a, en cas d'accident, un fragment du territoire mondial que plus aucun être humain ne peut arpenter avant X milliers d'années. Alors, c'est pas du tout le cas. Il y a eu un accident à Fukushima et tous les gens qui veulent revenir chez eux le peuvent. Et il n'y a pas de surplus de radioactivité qui soit spécialement gênant. Alors, la radioactivité, c'est un truc dont c'est très compliqué de parler et de vulgariser parce que ça se voit pas. Et vous savez, c'est le coin obscur de la grotte là qu'on voit pas. C'est toujours là qu'on pense que la bête féroce se niche. Donc, le truc qu'on comprend pas, ça fait toujours peur. Oui, mais les gens ont vu, par exemple, les conséquences. Alors, c'est une bombe, c'est pas. Mais les gens ont vu les conséquences de Nagasaki, de Hiroshima. Oui. Et donc, on sait que la radioactivité, ça fait peur pour de bonnes raisons. Alors, je pense que je mourrais sans avoir compris pourquoi le nucléaire incarne à ce point un écart aussi grand entre le risque et la perception du risque. Il y a plein de trucs pour lesquels il y a un écart entre le risque et la perception du risque. Je vais vous donner un exemple. Quand l'IRSN, qui faisait un baromètre des risques chaque année, demandait aux gens ce qui leur faisait le plus peur, alors le tsunami, machin, eh bien, l'accident de Fukushima faisait aussi peur aux gens qui n'a pas fait un mort du fait du surplus de radiation, faisait aussi peur aux gens que le tsunami qui en a fait 20 000. Je ne sais pas expliquer ça. Je pense que je mourrais sans avoir compris pourquoi. Mais c'est comme ça. Voilà. Prenons l'exemple des bombes. Les bombes chimiques ont fait, à elles toutes,
plus de morts que les bombes nucléaires. J'ai jamais vu d'ONG s'appelant sortir de la chimie. Et au motif que les bombes conventionnelles, j'ai envie de dire, sont capables de tuer, il n'y a pas de gens qui disent on va abandonner la fabrication des savons et des détergents. Enfin, donc, je ne sais pas expliquer pourquoi le nucléaire a été ce domaine particulier où on n'arrive pas à faire comprendre quelle est la réalité du risque. C'est très, très compliqué. Prenons un autre exemple, les déchets nucléaires, qui est un truc qui terrorise tout le monde. Une anecdote que personne ne connaît. Il y a des mines d'uranium au Gabon, à Oklo, qui, il y a 2 milliards d'années, ont donné naissance à des réacteurs nucléaires naturels. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, la teneur en uranium-235 de l'uranium naturel était celle de l'uranium enrichi actuel. Et il y a eu des infiltrations d'eau. Enfin bref, il y a des réacteurs naturels qui se sont mis en route, comme dans nos réacteurs actuels, de la fission, etc. Ça a produit des déchets, les mêmes que dans nos réacteurs actuels. Où sont passés les descendants des déchets apparus il y a 2 milliards d'années? Ils sont toujours au même endroit. Ils n'ont pas bougé. Donc vous voyez, un endroit où on a pris zéro précaution, parce qu'on n'était pas là. 2 milliards d'années après, les déchets sont toujours au même endroit. Et quand on vous dit « Ah, on va mettre des déchets à 500 mètres sous terre », donc beaucoup plus loin de la surface que dans la mine. Et juste, il ne faut pas que ça bouge pendant quelques siècles, parce qu'au bout de quelques siècles, en fait, la radioactivité des déchets a tellement décru qu'elle est revenue à un niveau qui est près... Catastrophe, ça. Je ne sais pas expliquer ça. Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Voilà. En fait, je ne suis pas très inquiet, parce que le meilleur allié du nucléaire s'appelle Poutine. Quand la guerre en Ukraine s'est déclenchée et que le prix du gaz est monté au plafond, le nucléaire a pris 15 à 20 points d'opinion favorable en plus dans tous les pays européens. Donc maintenant, j'ai juste abandonné. Je ne parle plus du nucléaire maintenant. Vous me posez des questions, donc j'en parle, mais j'en parle plus. Parce qu'en fait, il suffit d'attendre que les autres énergies commencent à poser problème et les gens oublient. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Vous pouvez le regretter du reste. Mais moi, j'ai pas sur cette question, à titre personnel, j'ai pas de jugement fermement établi aussi, parce que c'est une question dont j'avoue humblement que je n'en maîtrise absolument pas la technique. Donc c'est pour ça que moi, je vous pose les questions pour simplement recueillir votre jugement. Je sais que vous l'avez beaucoup travaillé. Au-delà des risques, parce que mon jugement, je vous dis, c'est que je mourrais sans avoir vraiment compris il y a quand même une partie de ce qui se passe dans la tête des gens. Au-delà des risques d'accident, qui effectivement composent le gros du débat public, mais il y a quand même des problématiques autour de la question nucléaire. Il y a le coût du démantèlement des centrales qui est très élevé. Le coût et les risques du stockage des déchets, vous l'avez un peu abordé. Il y a aussi les dépendances dans l'approvisionnement en uranium. C'est-à-dire qu'on sait que c'est une nouvelle dépendance. Qui n'est pas le pétrole qu'en est une autre, parce qu'il n'y a pas ou peu d'uranium, me semble-t-il, en France. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui mettent en avant ces arguments qui, eux, sont rationnels, sont audibles? Absolument. Alors, la dépendance, on l'a sur absolument tout. C'est-à-dire, ce polo en coton nous fait dépendre des champs de coton qui ne sont pas chez nous. Donc, si on veut continuer à s'habiller en coton, on dépend des fournisseurs de coton. Pour avoir des engrais azotés qui permettent de cultiver des céréales chez nous et de manger du cochon, du poulet, on dépend des fournisseurs de gaz. Et pour avoir un smartphone, qui aujourd'hui, chez les antinucléaires, est prêt à dire « Ah ben moi, j'abandonne mon smartphone parce que ça me fait dépendre des fabricants de semi-conducteurs qui sont à Taïwan, en Chine. » Donc en fait, des dépendances, il y en a absolument partout. Une fois qu'on a entendu ça une fois, si on est sur un débat rationnel, on dit « Ok, très bien, on dépend de tout partout, donc pourquoi s'exciter plus sur l'uranium que... Voilà, regardons si c'est une dépendance ennuyeuse. » Mais non, on y revient. Donc, je le redis, il y a quelque chose qui m'échappe dans cette affaire-là. Sur le risque d'accident, c'est un risque réel, il y a un truc qui peut mal se passer dans une centrale. Il y a eu 3 centrales où il y a eu un accident, j'ai envie de dire, fatal à la centrale dans le monde. Three Mile Island, Fukushima et Tchernobyl. Les modèles de réacteurs qu'on a en France, c'est ceux qui sont à Three Mile Island. C'est voisin de ceux qu'il y a à Fukushima, et ça ne ressemble pas du tout à celui qu'il y avait à Tchernobyl. À Tchernobyl, c'est un modèle de centrale qui est très différent du modèle de centrale. Donc l'accident de Tchernobyl, il est impossible en France. Et si on a un accident en France, ça ressemblera à ce qu'il y a eu à Three Mile Island, où le cœur a fondu et il ne s'est rien passé à l'extérieur de la centrale, ou bien à Fukushima, où le cœur a fondu, il y a eu une explosion hydrogène qui a fait péter la centrale, mais la contamination radioactive de l'environnement n'a pas été extrêmement violente. Et a priori, ce qui se passera, ça sera comme à Three Mile Island, parce que les Japonais n'ont pas de recombineur d'hydrogène, nous on en a. Donc normalement, l'accident qu'il y a eu à Fukushima n'arrivera pas non plus en France, parce que l'hydrogène part dans l'atmosphère avant d'avoir eu le temps de s'accumuler à l'intérieur du bâtiment réacteur, en cas de pépin. Moi, si j'ai à choisir, entre habiter à côté d'une centrale nucléaire et habiter à côté d'une usine chimique, je sais ce que je préfère. Beaucoup plus dangereux d'habiter à côté d'une usine chimique. Oui. Après,
il n'y a rien qui soit sans risque. Je veux dire, cette année, il y a 2000 ou 3000 personnes, dont des enfants, qui vont mourir parce qu'on a des voitures. Est-ce qu'on dit, on est prêt à ne plus avoir de voiture du tout demain matin? Non, mais vous voyez, donc ce débat bénéfice-risque, il existe absolument partout. Et moi, je ne connais pas d'autre manière, mais c'est peut-être parce que je suis un autiste rationnel, mais je ne connais pas d'autre manière de le mener, ce débat, que de dire, ben, regardons factuellement, un peu à froid, quels sont les bénéfices et quels sont les risques. Et pour les risques, acceptons de faire confiance aux gens dont c'est le métier d'analyser ces risques. Pour moi, il n'y a pas d'autre manière de faire, et chaque forme d'énergie a sa balance bénéfice-risque. Moi, j'aimerais juste une dernière question sur ce sujet, parce qu'il est au cœur en ce moment d'un débat public, hein. On est en période de préélection. Il y a un parti en particulier, la France Insoumise, qui, dans son programme, assume de vouloir sortir du nucléaire. Eux, ils disent un scénario 100% renouvelable d'ici 2050 est possible. D'ici là, on va garder le nucléaire pour faire la transition. Et puis en 2050, on est parti, toute voile dehors, sur un scénario 100% renouvelable. Je sais que RTE, donc la société qui gère le réseau électrique français, a quand même élaboré un scénario 100% renouvelable qui repose sur des hypothèses, qui repose sur des nouvelles technologies, le fait de partir du principe que les batteries seront de plus en plus efficaces et qu'elles vont permettre de stocker beaucoup d'énergie. L'idée qu'on va avoir de plus en plus de voitures électriques, que les voitures électriques sont branchées au réseau et qu'on va pouvoir utiliser les batteries des voitures électriques comme une espèce de batterie géante pour stocker l'énergie quand on n'en a pas besoin et pour la libérer quand on en a besoin. Qu'est-ce que vous pensez de ces scénarios qui disent, si, avec un tout petit peu d'innovation technologique et un peu de volontarisme, on peut aller vers du 100% renouvelable en 2050? Alors, le Shift Project a sorti, il n'y a pas très longtemps, ses propres analyses sur comment est-ce qu'on va vers le 100% décarboné en 2050. Et on a regardé les options qui étaient à notre main pour avoir ce 100% décarboné. Et la conclusion à laquelle on est parvenu, c'est qu'on n'y arrive pas avec juste du nucléaire, mais on n'y arrive pas plus avec juste des renouvelables. Dans le scénario que nous avons pris, nous, dans lequel on a pris un pari sur la baisse de la consommation qui était socialement acceptable. C'est-à-dire Ça dépend de ce qu'on regarde. Mais par exemple, sur les voitures, vous avez de mémoire, il me semble, pas loin de 2 fois moins de voitures. Sur les marchandises, les biens de consommation qu'on achète, vous avez pas loin en tonnage de 30% ou 40% en moins. Donc voilà, encore une fois, moi je suis un grand démocrate. Si des gens disent on accepte d'avoir non pas 2 fois, mais 10 fois moins de voitures collectivement, et on accepte d'acheter non pas 30% de trucs en moins, mais 4 fois moins de choses, regardons ce que ça donne. Mais j'insiste et je reviens à ce que c'est quoi l'énergie? C'est le sang des machines. Et c'est quoi les machines? C'est ce qui nous fournit tout ce qu'on utilise pour vivre. Je pense que la France Insoumise n'a pas fait cette analyse et n'a pas compris que baisser très fortement la quantité d'énergie dont on dispose, c'est baisser très fortement le niveau de vie matériel des gens. Et si c'est ça qu'ils ont compris et qu'ils assument, j'ai pas de problème. Mais mon sentiment, c'est que c'est pas exactement ça, parce que ça ne va pas avec la retraite dont on abaisse l'âge. C'est physiquement impossible de marier les deux. Ça préserve plus de marge de manœuvre d'avoir plus d'énergie décarbonée que d'en avoir moins. Voilà. Y compris pour l'État redistributif auquel je suis très favorable, et je suis ravi de vivre dans un pays qui redistribue autant. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais justement, si on veut préserver ça, ou ce qu'on est capable d'en préserver, il faut comprendre que d'entamer volontairement le système électrique qu'on a, c'est se tirer une balle dans le pied. Alors la batterie est une excellente solution pour pallier la variabilité quotidienne de l'approvisionnement électrique. Donc le système solaire plus batterie, ça marche bien. Une façon de manger la cloche solaire, dont on ne sait pas quoi faire aujourd'hui, c'est de mettre partout des voitures électriques, des camions électriques et des chauffe-eau électriques. Voilà, ça marche très bien. À l'échelle qu'on appelle intersaisonnière, c'est-à-dire pour équilibrer entre l'hiver et l'été, parce qu'il restera quand même un hiver, même s'il va se raccourcir. Dans le cadre du réchauffement climatique, on pense que l'été va passer de 3 à 6 mois, en gros, que l'hiver va passer de 3 à 1 mois, et l'intersaison va boucher les deux. Voilà. Sur l'intersaison, parce qu'il va quand même y en avoir une, le vent est variable, le soleil, évidemment, il y en a beaucoup moins en hiver, et ça va rester, même si les températures hivernales se réchauffent. Là, la batterie, ça marche pas, parce qu'on ne peut pas stocker des grandes quantités d'électricité sur 3 ou 6 mois. Sur batterie. Et le point dur d'un réseau dans lequel vous avez essentiellement des énergies renouvelables, il y en a 2. Le premier, c'est la gestion de la fréquence. Aujourd'hui, on a un courant alternatif qui est calé sur 50 Hz, c'est-à-dire 50 oscillations par seconde, de façon extrêmement précise. Et si on s'en écarte de trop, le réseau décroche et vous avez un blackout. Bon.
Et ça, c'est beaucoup plus difficile à piloter avec des sources comme le solaire et l'éolien qu'avec les sources qu'on a actuellement, avec des gros alternateurs et des gros volants d'inertie. Voilà. La deuxième difficulté, c'est le stockage intersaisonnier. Alors, effectivement, on pourrait mettre des steppes partout, des stations de pompage, mais à ce moment, il faut accepter, parce que moi, j'ai vu des gens qui ont fait le calcul, de noyer un certain nombre de vallées dans les Alpes. Est-ce qu'on est d'accord pour faire ça ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui, on serait d'accord pour refaire le barrage de Serponçon ou le barrage de Tignes ou le barrage de Vouglans, dans lequel on a enseveli des villages? À l'époque, on considérait que c'était acceptable et probablement que la balance bénéfice-risque allait dans ce sens-là. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on considérerait que ce soit acceptable. Voilà. J'insiste vraiment sur le fait qu'il n'y a pas de source énergétique parfaite. Et qu'il n'existe pas de source énergétique qui n'ait pas d'inconvénients. Ça n'existe pas. Donc, il faut toujours regarder les avantages, les inconvénients. Et par ailleurs, l'inconvénient quand on a un panneau solaire ou une éolienne, c'est pas le même que l'inconvénient quand on a 1 million d'éoliennes ou 1 million de panneaux solaires. Donc, les inconvénients sont aussi variables en fonction de la taille du système qu'on a devant soi. C'est clair qu'à chaque fois qu'on peut consommer moins d'énergie sans que ce soit un drame, ça, c'est quelque chose qui, en gros, nous ouvre des marges de manœuvre, enfin, nous augmente les marges de manœuvre partout ailleurs. Tout à l'heure, nous parlions de sobriété, l'idée que de toute façon, même en faisant une transition énergétique, à un moment donné, il va falloir en rabattre. Il y a des choses qui ne vont pas pouvoir continuer. On en rabat déjà, c'est ce que j'ai expliqué au Oui, début c'est de ça. cet entretien. On ne s'en rend pas compte, en particulier au sein des élites qui continuent à être bien nourries et bien payées, mais c'est déjà le cas. Mais là, il y a quand même un paradoxe devant lequel nous sommes, qui est que nous en rabattons déjà, il faudra en rabattre davantage, peut-être bien davantage, et pourtant, on est en train de déployer à l'échelle mondiale une technologie, l'intelligence artificielle, qui consomme une énergie folle, qui consomme des masses d'eau absolument folles pour refroidir, je crois, les data centers. Ça ne va qu'en s'accroissant, et non seulement ça ne va qu'en s'accroissant, mais en se répartissant sur la surface du globe, puisque moi j'écoute un peu en ce moment les candidats à la présidentielle déjà déclarés, et alors pour le coup, pour l'instant, tous, que ce soit Gabriel Attal, Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann, tous font du développement d'une intelligence artificielle française souveraine l'un de leurs objectifs. Je ne sais même pas quelle question vous poser, peut-être commencer comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation où, alors qu'on se dit qu'il faut aller vers moins, on est en train de créer un monstre consommateur d'énergie? Alors, l'unanimité dont moi je rêve sur la décarbonation, on vient de la voir au moment où on enregistre cette vidéo, il y a quelques jours, sur l'intelligence artificielle, quand Trump a dit à Anthropic, votre dernier modèle, là, vous allez couper ça pour les Européens. Alors là, l'unanimité est arrivée de Mélenchon au Rassemblement national. Ils étaient tous favorables au développement de l'IA souveraine et ils sont tous partis embrasser Mistral sur la bouche. Je pense qu'il y a au sein de l'élite une espèce de fascination pour la technologie qui est probablement propre à cette position dans le corps social. Je pense que quand vous êtes dans la position dans laquelle vous avez déjà tout, c'est-à-dire un logement qui va bien, etc., la nourriture, du pouvoir, parce que tous ces gens-là ont du pouvoir d'une certaine manière, hein, ben, toute nouveauté technique, c'est le truc que vous n'avez pas encore, et donc ça vous excite par construction. Je remarque que les grands médias sont tous technophiles. Dès qu'il y a un nouveau robot qui tond la pelouse sans que vous lui ayez rien demandé, vous avez un reportage sur TF1. J'exagère un peu, mais À peine. Est-ce qu'il n'y a pas une discussion éthique à avoir sur ce truc-là? Alors là, on sort de mon domaine de compétences techniques, mais en tant que citoyen, moi, je me pose quand même des questions éthiques. Je veux dire, est-ce que l'intelligence artificielle, avant de la déployer partout, sachant l'impact que ça va avoir sur un certain nombre d'emplois, sachant la concentration du pouvoir que ça amène, parce que ça va amener de la concentration de pouvoir, etc., entre des mains qui, alors là, pour le coup, ne sont pas démocratiquement élues. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, Mistral exclu, c'est essentiellement le fait d'une brochette d'individus mâles, blancs, de la Silicon Valley, dont les idées sont pour partie, je crois qu'on peut le dire sans exagérer, partiellement totalement déjantées. C'est quand même pour dire que je pense qu'il y a une bonne partie de la population à qui ce développement pose des questions d'ordre éthique. Qu'est-ce qu'on veut dans cette histoire? Le débat n'existe pas. Il est totalement inexistant. Personne n'a proposé de faire, je ne sais pas, une convention citoyenne, un grand débat national, etc., sur qu'est-ce qu'on doit faire avec ce truc-là. Qu'est-ce qu'on autorise, Alors, c'est comme pour le blanc et noir dont je parlais tout à l'heure, ou le capitalisme. On ne va pas
empêcher l'IA d'exister, c'est pas le sujet. Mais laquelle on favorise pas, dans quelles conditions, qu'est-ce qu'on veut pas, est-ce qu'on contingente la quantité d'électricité qu'on va lui accorder pour en faire le meilleur usage ou pas. Enfin, ces débats-là sont juste inexistants. Et je trouve ça hallucinant. En fait, en termes de théorie des jeux, là, ce que vient de dire Trump, c'est fondamentalement les entreprises américaines, ou une partie d'entre elles, ont un avantage concurrentiel mondial parce qu'elles Oui. ont accès à un modèle d'IA auquel les autres n'ont pas accès. Oui. Une fois qu'il a dit ça, de toute façon, le génie, il est sorti de la lampe. C'est-à-dire que on peut, comme vous le faites, dire il faudrait poser la question, il faudrait réfléchir, mais est-ce qu'on n'est pas face à quelque chose qui est plus fort que nous, je pense qu'on a encore les moyens, au niveau européen, de réguler. Mais on ne peut pas réguler l'utilisation de fables aux États-Unis. Non, ça, ça nous échappe totalement. Donc, est-ce que vous pensez que, à la fois politiquement et économiquement, les Européens peuvent dire, nos entreprises européennes vont se priver d'un avantage dont bénéficient les Américains, et tant pis pour les marges de productivité? Alors, je ne sais pas si c'est un avantage. Ils vont se priver d'une innovation. Ça, c'est sûr. Est-ce que cette innovation est un avantage? J'en sais rien. Au moment de la recherche sur les cellules souches pour faire du clonage humain, on s'est dit, c'est une innovation. Est-ce que c'est un avantage? On a bien réfléchi, on s'est dit non. Et on l'a interdit. Donc, est-ce que toute innovation est un avantage? Ou plus exactement, est-ce que toute innovation a un bénéfice-risque? Pas nécessairement. Je pense qu'il faut qu'on devienne un peu mature et adulte et qu'on se dise, ça on prend, ça on prend pas, ça on prend, ça on prend pas. Et qu'il faut que tout ce qu'on prenne tienne dans la boîte que j'ai évoquée avant, des ressources physiques qui sont à notre disposition. Et c'est ça, et faire de la politique au XXIe siècle, pour moi, c'est ça. C'est ça la noblesse du métier. C'est malheureusement pas ce qu'on observe, mais ça devrait être ça. Là, on a ébauché plein de choses qu'il faudrait faire. Et puis, ça, c'est... Enfin, qu'il faudrait faire. Donc, personnellement, je pense souhaitable. Absolument. Est-ce que c'est ce qu'il faudrait faire? Je ne sais pas. Et j'imagine que c'est aussi conforme aux résultats des rapports du GIEC. Oui, mais ça reste... nous restons des êtres de chair et de désir. Je veux dire, donc moi, je l'estime souhaitable. Et ce que je peux faire de mieux, si je pense que c'est ça qu'il faut faire, c'est essayer d'en convaincre par la pédagogie mes semblables. Mais c'est... Parmi vos semblables, il y en a un qui s'appelle Emmanuel Macron. Oui. On sort aujourd'hui de 10 ans de macronisme en France, on arrive à la fin d'un cycle, et je trouvais aussi intéressant de vous recevoir, vous, maintenant, parce que vous avez été membre du Haut Conseil pour le climat, qui est une institution qui a été fondée par Emmanuel Macron pour évaluer l'action climatique de l'État français. Je pose moi la question aux membres du Haut Conseil pour le climat qu'à vous-même, finalement. Quel regard vous portez sur les 10 ans qui viennent de s'écouler au regard de l'action climatique des gouvernements je vais vous répondre. Le premier article, le premier post que j'ai fait sur LinkedIn s'appelait « Merci Donald ». Je l'avais écrit en anglais. C'était l'époque où Macron venait d'être élu pour son premier mandat, où Trump venait d'être élu lui aussi pour son premier mandat, et où, comme vous vous en rappelez, Merkel était en fin de course, elle était en fin de mandat. Et dans cet article, j'avais dit, si Macron a bien compris ce qui est en train de se passer dans le monde en ce moment, Trump vient de lui offrir son destin sur un plateau d'argent. Donc, une fois que je vous ai dit ça, quel bilan je porte sur les 10 ans qui viennent de s'écouler? Un regard un peu amer. On ne s'est pas du tout emparé d'une opportunité qui était faite pour nous. Alors, pourquoi est-ce qu'elle était faite pour nous? Parce que la décarbonation devait avoir lieu de toute façon. Quand vous regardez de quoi on a besoin pour décarboner, vous vous rendez compte qu'on fait appel à plein de secteurs économiques pour lesquels on a des champions nationaux. On a besoin de trains, on a des champions nationaux. On a besoin de constructeurs, on a des champions internationaux même. On a besoin d'électricité décarbonée, champions nationaux. On a besoin, même s'il faut, à mon avis, changer beaucoup de choses dans ce secteur, de financiers pour financer tout ça, on a des acteurs haut niveau. On a besoin de changer la façon dont on gère l'alimentation. On a des industriels mondiaux de l'agroalimentaire. Enfin bon, on avait dans tous les secteurs où il fallait toucher à quelque chose, des gens qui étaient déjà j'ai envie de dire, des vecteurs économiques bien assis. On a le génie français. Quand je dis ça, moi qui suis un immigré de la deuxième génération, je veux dire par là, quand vous regardez la capacité créative en France, elle est assez développée. On a de très bons architectes, de très bons créateurs de mode, de très bons pâtissiers, de très bons cuisiniers. On est le roi du système D, de la débrouille, etc. On a de très bons ingénieurs, on a de très bons mathématiciens. Donc on est un peuple créatif. On est des très bons exportateurs de normes intelligentes. On l'a oublié, on a exporté le système métrique, la TVA, la délégation de services publics, une partie des organisations internationales existantes aujourd'hui. Enfin, quand on s'y met, on n'est pas mauvais. Non. Et là, on est face à un problème indémerdable, auquel tout le monde va devoir se confronter un jour ou l'autre. Moi, j'ai envie de dire, fonçons.
Enfin, je veux dire, il y a un avantage concurrentiel à y aller en premier, on tirera des marrons du feu. Donc c'était exactement ça mon discours de l'époque, et tout ça avec un président qui à l'époque était jeune, populaire, qui incarnait l'énergie, qui avait l'assentiment des soutiens des milieux économiques, et en sortie du Grenelle de l'environnement ou à peu près, c'est-à-dire d'un moment où les milieux économiques avaient commencé à être sensibles à ces questions de limites planétaires, etc. Au point, il y avait un alignement de planètes absolument parfait. D'autant que le président en question, Emmanuel Macron, à l'époque, revendique de s'emparer de ces enjeux avec son fameux discours Make our planet great again. Absolument. Et donc, pour moi, il a magistralement foiré cette opportunité qui lui était servie dans un alignement de planètes rare qu'on va... Alors, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas de nous... Enfin, une partie des arguments que j'ai évoqués sont toujours valables. La capacité du système D et la création, elle est toujours là. Le fait qu'il y ait un certain nombre d'acteurs qui soient volontaires pour aller dans cette direction, elle est toujours là, etc. Mais on a perdu 10 ans qu'on aurait pu ne pas perdre. Et par ailleurs, le fait de vouloir continuer à jouer à l'ancienne économie avec les anciennes règles du jeu n'a pas marché. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, le pays est en contraction économique réelle, en contraction physique réelle. Donc je suis triste. Je me dis, c'est dommage. Ce mec-là n'a pas compris l'histoire, quoi. Bon. Est-ce que dans la brochette de candidats qu'on a aujourd'hui, il y a quelqu'un qui la comprend mieux ? Voilà, je réserve mon jugement. Pour le moment, je n'ai pas encore vu l'autre génie émerger de la lampe. Voilà, je trouve qu'à ce moment-là, il y avait quand même un alignement de planètes qui était particulièrement... il était prisonnier de rien. Pour reprendre l'exemple du nucléaire, il arrivait en disant « Moi, le nucléaire, je m'en fous, c'est pas mon problème ». Hollande, il a dit ce qu'il disait. Il y avait une tempête dans un verre d'eau pendant 3 semaines et le problème était plié, on passait à autre chose. Enfin, c'est ce qui a fini par se passer, mais 8 ans après. Donc, il a pas vu. Il a pas eu de flair, quoi. Il n'avait pas le sens de l'histoire. En parallèle de cela, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai beaucoup écouté les membres du gouvernement et je les ai beaucoup entendus parler d'écologie. D'ailleurs, souvent, ils ont rajouté un complément. Ils ont parlé d'écologie réaliste, d'écologie des solutions, d'écologie positive. J'ai l'impression qu'ils n'ont fait que parler d'écologie, alors même qu'en parallèle, ils faisaient pas grand-chose. Alors, non, on a quand même fait des choses. Mais une bonne partie de ce qu'on a fait, on le doit à l'Europe. L'interdiction des véhicules thermiques en 2035, c'est l'Europe. L'efficacité énergétique des bâtiments, c'est pour une large part des conséquences de directives européennes. Les émissions de CO2 des véhicules, avant même de parler de l'électrification, c'est l'Europe. Donc, et sur les camions, c'est pareil. Tout ça, c'est l'Europe. Donc, une bonne partie de ce qui s'est passé sur le plan environnemental, nous le devons à la construction européenne. Il y a quand même des choses qui se sont passées. Voilà. Il y a aussi des choses qui ne se sont pas passées. Les voitures se sont alourdies, par exemple. La concentration urbaine a continué. C'est pas une bonne chose, parce que dans un monde à l'énergie rare, les grosses villes ne pourront pas survivre. Parce qu'elles sont trop dépendantes des transports longue distance pour les nourrir. Ce que je disais tout à l'heure, avant l'énergie abondante, il n'y avait pas de grosses villes. À l'époque des Romains, Lutèce faisait 5 000 habitants ou 10 000 habitants. Les seules grosses villes à l'époque, elles étaient en bord de fleuve, parce que c'était le seul transport de masse dont on pouvait disposer, c'était la voie fluviale ou la voie maritime, on va dire. Quand on compare, il y a 10 ou 20 ans, il s'est passé des choses, ça c'est absolument certain, pas assez pour qu'on aille à la bonne vitesse pour échapper au déclin subi des hydrocarbures en Europe ou au changement climatique qui suppose qu'on baisse les émissions beaucoup plus vite dans le monde, évidemment, donc aussi en Europe et en France. Je vous entends ébaucher des solutions, si ce n'est des solutions, du moins des pistes, des directions vers lesquelles il faudrait aller. Et en fait, à chaque fois que je discute d'écologie, de lutte contre le changement climatique avec des experts, des spécialistes, il y a beaucoup de phrases que j'entends qui commencent par « il faut » ou « il faudrait ». Moi, j'aimerais vous poser la question du dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on fasse enfin ce qu'il faut faire ? Une première chose, c'est de comprendre que l'écologie n'est pas détachable du reste et que si on veut avancer dans la bonne direction sur le plan, alors je vais commencer par dire écologique, mais après je vais essayer d'utiliser d'autres mots, il faut que ce soit à la racine de ce qu'on fait. Pourquoi ? Il faut revenir à le monde physique tel qu'il se présente. Aujourd'hui, en fait, on confond la convention et la réalité. On est devenu une civilisation d'urbains. Moi, j'habite en ville, enfin, même si j'habite en banlieue parisienne, je suis dans un monde urbain. Je travaille à Paris, nous sommes à Paris. La majeure partie des gens qui nous regardent vivent dans des villes ou dans des conurbations urbaines. Donc, on vit dans des endroits dans lesquels on est maintenant découplé des flux physiques qui nous permettent de manger, de nous habiller, d'avoir des meubles, d'avoir des bâtiments, etc. Les carrières sont pas chez nous, les mines sont pas chez nous, les champs sont pas chez nous, tout ça est pas chez nous, et donc la nourriture sort du supermarché, l'électricité sort du mur. Ouais, bon.
Et par ailleurs, les seules choses qu'on mesure toute la journée, c'est la convention monétaire. Le seul truc que vous allez mesurer toute la journée, c'est ce que ça va vous coûter d'acheter à manger, si vous payez votre loyer, etc. D'accord. Donc une convention humaine qui est de moins en moins représentative de la réalité physique qui nous permet de vivre. Hmm. Et ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est de renverser la hiérarchie naturelle, c'est-à-dire qu'on essaye de faire que l'environnement soit un petit bout de la convention monétaire. Mais sauf que la réalité physique, c'est que la convention monétaire est un petit bout du monde physique dans lequel nous sommes. C'est ça la réalité physique. Je veux dire, avant qu'il y ait une économie monétaire, avant qu'on sache battre monnaie, il y avait quand même des gens qui vivaient sur cette planète et qui avaient de la nourriture, des pagnes, et, voilà, pas exactement comme nous, mais ils vivaient. Bon. Donc l'idée que cette convention monétaire, c'est le truc supra, et que de temps en temps, quand on a le temps, on s'occupe d'environnement, c'est une totale inversion des priorités par rapport à ce qu'est la réalité de ce monde, où vous avez besoin en permanence de respirer, de ne pas mourir de froid, de ne pas mourir de chaud, on en a parlé tout à l'heure, de manger. Enfin, tout ça, c'est des réalités physiques ou biologiques. C'est pareil, enfin, je veux dire, bon. Et ces réalités-là, aujourd'hui, au motif qu'elles étaient jusqu'à maintenant immuables, on les a oubliées pour se focaliser sur un truc conventionnel dont on pense que ça représente la réalité physique. Ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure sur le pétrole. Les gens pensent que le prix du pétrole reflète la quantité de pétrole qu'on a. Mais non, ça ne le reflète pas. Et d'une manière générale, la réalité monétaire, enfin la convention monétaire, reflète de moins en moins bien le monde qui nous entoure. Donc si on veut gérer le monde qui nous entoure pour ce qu'il est, il faut qu'on accepte de revenir à l'observation physique du monde. Or, aujourd'hui, le monde politique, il est l'emblème de cette civilisation urbaine et conventionnelle qui ne voit plus, qui ne voit pas les flux physiques sous-jacents qui sont la réalité du monde et qui nous permettent de vivre. Donc, la première des choses à faire pour faire ce qu'il faut faire, le premier yaka faucon, il est de faire cet effort intellectuel difficile, notamment au niveau de l'élite, déjà pour commencer, de revenir à la mesure de la réalité physique sous-jacente. Et donc de ne pas regarder le PIB, de regarder les mètres carrés, les tonnes, les kilos d'oignons, voilà, de regarder ces trucs-là, et d'abord ces trucs-là, et ensuite seulement, éventuellement, on s'occupe du PIB, de la dette et de je sais pas quoi. On aborde une élection présidentielle dans moins d'un an maintenant. Au moment où nous parlons, le parti qui semble aux portes du pouvoir, c'est le Rassemblement national. Est-ce que vous avez eu le temps de jeter un œil sur le programme écologique et énergétique du RN? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'ai pas encore eu le temps de jeter un œil dessus. Je ne sais pas s'il existe, du reste. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'au Shift Project, on va faire une analyse des programmes pour voir justement comment est-ce que ces programmes se positionnent face aux enjeux qui sont les nôtres. Alors, lors de la dernière élection présidentielle, on avait déjà fait ça, mais on était tombé dans un piège qu'on s'était nous-mêmes tendu, c'est-à-dire qu'on avait regardé que la partie environnement et on avait en gros compté le nombre de bons points dans la partie environnement. Mais ça ne permet pas de traiter les antagonismes ou les incohérences entre la partie environnement et d'autres trucs qui seraient promis par ailleurs. Je vous ai dit par ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure, promettre en même temps qu'on va fermer le parc nucléaire et qu'on augmente le pouvoir d'achat, pour moi, c'est un antagonisme physique. Ça, si vous regardez juste la partie environnement, vous ne le voyez pas. Il faut essayer d'aller regarder la partie économique et voir ce qui est promis, entre guillemets, dans la partie économique. Donc cette année, on va essayer de faire un truc qui sera moins, on compte les bons points, plus qualitatif, mais dans lequel on va essayer éventuellement, quand il y en aura, de pointer aussi ce qui nous paraît être des antagonismes entre les propositions faites page 3 et les propositions faites page 10. Voilà, on va essayer de jouer à ce jeu-là. On verra si on y arrive et on fera quelque chose de plus qualitatif. Vous êtes un expert dans le domaine à la fois de l'énergie et puis du climat. Vous êtes aussi un expert en rhétorique. Je pense que tout le monde l'a vu depuis le début de cette émission et c'est aussi pour ça que vous êtes connu. J'ai eu 4 sur 20 au bac de français à l'écrit. Oui, je ne suis pas sûr que les deux soient corrélés directement. 6 sur 20 en philo. Moi, ça m'amène quand même à une question. Je vous entends beaucoup critiquer l'inaction politique, dire ce qu'il faudrait faire et déplorer. Je la déplore plus que je la critique. Voilà, déplorer de voir ce qu'il faudrait faire et que cela ne soit pas fait. Vous avez les compétences oratoires pour parler à un large public et aujourd'hui, vous parlez à un large public. Est-ce que vous avez envisagé, vous, de vous engager en politique? Alors, on m'a souvent posé la question et j'ai évidemment réfléchi. Et la raison pour laquelle la réponse est non est la suivante. Enfin, les raisons plus exactement. La première, c'est que mon ambition, peut-être que je suis un adolescent attardé, mais mon ambition, c'est d'essayer dans un certain nombre de domaines de faire du consensus
par la pédagogie. Ce que j'essaye de faire, c'est que les gens arrivent à se convaincre par eux-mêmes qu'on a un intérêt collectif à aller dans une certaine direction. Voilà, c'est ça que j'essaye de faire. À partir du moment où vous faites partie du jeu politique vous-même, bah, vous avez des Clément Vitkorovitch qui viennent expliquer que vous racontez n'importe quoi, ce qui est leur boulot. Adieu le consensus, parce que vous allez avoir, alors en l'occurrence, je vous taquine un peu vous, mais tous vos adversaires politiques vont expliquer pourquoi ce que vous proposez, c'est du grand n'importe quoi, avec une bonne foi qui n'est pas toujours avérée. Donc là où vous pouviez espérer faire du consensus tant que vous êtes dans le jeu associatif, à partir du moment où vous rentrez dans l'arène politique, c'est beaucoup plus dur parce que vos adversaires, au lieu de soit vous ignorer, soit vous récupérer, n'ont qu'une seule envie d'idée en tête, c'est de vous dézinguer. Vous rentrez dans un jeu médiatique où ça n'est plus le fond des arguments, vous l'avez côtoyé, vous savez très bien de quoi je veux parler, c'est plus le fond des arguments qui compte, c'est la petite phrase, le buzz, la posture, le machin, etc. C'est ça qui se met à compter. C'est pas du tout mon univers et je serais très mauvais dans cet univers-là. La deuxième raison pour laquelle je rentre pas, c'est qu'il y a un sujet que je connais un peu, c'est l'énergie et le climat. L'énergie, comme je vous l'ai dit, est à la racine de beaucoup de choses. Donc via l'énergie, je suis capable de vous faire des grandes explications, je dis bien des explications sur comment est-ce que ça peut se relier à l'apparition des systèmes de retraite, du pouvoir d'achat, de l'urbanisation, etc. Est-ce que pour autant, ça veut dire que si j'étais élu demain matin, je sais de combien il faut revaloriser le salaire des infirmières? Bah là, je rentre dans ma zone d'incompétence totale. J'ai pas regardé, j'ai pas fait de calcul, j'ai pas de proposition à faire. Je peux avoir comme citoyen l'envie de dire ça serait bien qu'elle gagne plus, mais à ce moment, si je reste sérieux, je sais très bien que dans le système de vase communicant, c'est qu'il faut que je prenne ailleurs et je commence à jouer à ce grand jeu de comment est-ce qu'on réarrange le système. Et j'ai pas regardé ça de suffisamment près pour avoir des propositions à faire. Après, il y a peut-être des gens qui font des propositions qui n'ont pas regardé de près non plus. Mais en tout cas, moi, ça me gêne. Moi, ça me gêne de faire des propositions sans avoir regardé de près et je l'ai pas fait. Donc, voilà un certain nombre de raisons. Dernier point, si je me lançais en politique, je n'ai strictement aucune chance d'être élu. Enfin, je veux dire, si je me lance à la présidentielle, je n'ai aucune chance d'être élu. Donc ça serait une candidature de témoignage et je suis ainsi fait qu'une candidature quand je sais dès le début que j'y crois pas, bah, j'y crois pas. Donc ça se voit et que du coup, enfin, après le truc, c'est autoréalisateur, hein, je n'y crois pas. Donc tous les gens qui se présentent, en fait, ils sont tous habités, ils sont tous persuadés qu'ils vont être élus. Et sinon, ils se présenteraient pas. Bon. Et vu de l'extérieur, vous pouvez dire: «Mais il y en a, mais ils ont vu la Vierge, qu'est-ce qui leur arrive d'être ils sont à 1 % dans les sondages et ils parlent comme s'ils allaient s'emparer du pouvoir». Bon. Donc moi, c'est pas du tout ma manière de fonctionner, donc je pense que je serais aussi extrêmement mauvais, à ce jeu-là. Dernier point, un peu plus iconoclaste. Admettons que le discours que je porte soit capable de rallier une majorité d'électeurs. Admettons. Bah, si c'est le cas, j'aurais fait mon job. Donc que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Moi, avoir le pouvoir pour avoir le pouvoir, ça, je m'en fous. Enfin, ça m'intéresse pas du tout. Je pense que être à l'Élysée, c'est une vie de contrainte horrible. Hein. Vous pouvez plus aller à la piscine, vous pouvez plus aller pisser sans être suivi par 45 gardes du corps. Non mais, je suis pas sûr que beaucoup des gens qui nous écoutent auraient envie de cette vie-là, hein, quand on réfléchit bien. Donc, moi, si on arrive dans un consensus dans lequel les idées que je défends deviennent tellement évidentes qu'on peut plus y échapper, j'ai fait mon job. Je suis content. J'ai une toute dernière question, à laquelle je pense déjà avoir la réponse, mais je vous la pose néanmoins. L'émission s'appelle Figure. Mmh. Jean-Marc, quelle est votre figure de style préférée? La figure de style préférée? La blague de potache. Ça fonctionne, c'en est une.